Bienvenue à tous ceux qui sont au fond de la salle peuvent s'approcher, il reste de la place devant. Alors il me reste à présenter Didier Leget, urologue à Grenoble, vice-président du Conseil de l'Ordre et vice-président aussi du bloc. Je ne suis plus vice-président, mais émérite, vice-président émérite du bloc. Donc il va nous parler du refus de soins en gynécologie obstétrique, ce qui est bien normal pour un urologue. Et moi, je vais essayer de modérer gentiment ce qui va se dire. Bonjour à tous. Donc, merci d'être là si nombreux. Ce que m'a demandé Béatrice Lenir, Elsin Goff et Bertrand de Rochambeau, c'était, puisque j'ai des casquettes multiples, on les verra tout à l'heure, c'était de travailler sur le refus de soins et de regarder un petit peu comment un gynécologue aujourd'hui, en particulier en gynécologie obstétrique, peut gérer des comportements un peu dangereux de certaines parturientes, et puis surtout des gens qui aujourd'hui s'opposent et veulent vous guider, vous donner des ordres sur la façon dont ils imaginent et dont ils vont gérer leur grossesse. Ils veulent bien une grossesse qui est un acte de vie, un acte d'amour, mais derrière, ils veulent dire aux gynécos ce qu'ils acceptent ou ce qu'ils refusent. On va regarder un petit peu pendant 3 heures, comme prévu, on va regarder un petit peu ce que la loi nous dit sur le refus de soins. Est-ce qu'un malade peut refuser ? Ou est-ce qu'on ne peut pas? Donc on va regarder un petit peu le droit des patientes et des couples par rapport au refus de soins, par rapport au refus de ce que vous demandez. Puis on va regarder le droit des médecins. Est-ce que les médecins peuvent refuser de donner des soins et comment ça se passe? Et puis je ferai un focus un peu particulier sur la grossesse, le fœtus et le nouveau-né, puisque en obstétrique, vous êtes la seule spécialité qui travaille avec des gens en bonne santé et qui peuvent devenir en mauvaise santé en quelques instants. Et puis vous travaillez avec un être à venir qui pour l'instant, en droit français, on verra tout à l'heure, n'a pas de droit, alors qu'il a des droits 1 heure plus tard. Et puis on verra un peu comment on peut gérer le refus de soins en urgence obstétricale, quand on a des patientes qui refusent des césariennes, alors même qu'on a un code rouge, et que des patientes, ou leur mari, ou leur conjointe, puisqu'on a un certain nombre de couples homosexuels qui parfois ont complètement idéalisé l'accouchement, et le fait qu'on propose une césarienne, on a eu plusieurs dossiers médico-légaux là-dessus, vont brusquement basculer dans une opposition totale à la césarienne. Alors moi, je suis chirurgien urologue, je suis membre de l'Académie de chirurgie, je suis vice-président de l'Ordre des médecins de l'Isère, je suis aussi aux Sociétés savantes de l'urologie, j'ai fait beaucoup de syndicalisme et je travaille au niveau de l'assurance depuis bientôt 20 ans. Donc tout ça pour dire que mes propos vont toucher un peu à tous ces domaines pour essayer de partager avec vous mes compétences. La première chose, c'est le code de déontologie, puisque quelles que soient les juridictions, que ce soit les CCI, que ce soit les procédures disciplinaires ordinales ou que ce soit le tribunal judiciaire, ils vont juger vos pratiques par rapport à vos obligations professionnelles. On n'est pas très nombreux. Combien d'entre vous ont lu les 112 articles du Code de déontologie? Respect, on est 2, dont une de mes élèves, c'est parfait. Mais voilà, donc c'est-à-dire que vous exercez au quotidien avec une épée de Damoclès au-dessus de vous qui s'appelle le droit, et le Code de déontologie, il est mal enseigné, il n'est pas connu. Or, on va regarder quelques articles ensemble, et vous allez voir que tout est écrit dans le Code de déontologie. Et que quand vous avez une procédure médico-légale, en particulier une procédure civile ou CCI, vous découvrez des obligations professionnelles. On y reviendra un peu tout à l'heure sur le devoir d'information. Et en fait, vous tombez des nues. Et en fait, vous avez des obligations professionnelles. Nous avons un code professionnel qui a 112 articles, et c'est à peu près le code professionnel le plus riche de toutes les professions en France. Alors on verra que quand vous êtes inscrit à l'ordre, au conseil départemental, vous vous êtes engagé à suivre le code de déontologie et à le connaître. Donc apparemment, vous ne le connaissiez pas. Et pourtant, en signant à l'ordre, en vous inscrivant, vous êtes engagé à respecter les devoirs généraux, les devoirs envers les patients, les rapports entre médecins et les règles de l'exercice professionnel. Le code de déontologie, souvent certains me disent le conseil de l'ordre a été créé en 1945 sous un gouvernement collabo. En fait, non. Le code de déontologie a écrit la première fois en 1879. Il va évoluer en 1945. Il va évoluer en 1979 pour l'obstétrique, pour intégrer l'IVG. Donc on a changé le code de déontologie. On va le rechanger en 1995 pour intégrer le devoir d'information après l'arrêt Dreuil. Et on va le changer en 2012, votre code professionnel, pour intégrer la fin de vie et la loi Leonetti. Donc il est bien piloté par des médecins pour des médecins et va servir aux juridictions. Alors, c'est bien l'ordre des médecins qui va s'assurer que vous appliquez votre code professionnel dans la procédure disciplinaire. Cette procédure disciplinaire, il y a plusieurs niveaux. Un conseil départemental de l'ordre des médecins qui va
en gros construire la plainte, étudier vos pratiques, puis qui va remonter au Conseil régional de l'Ordre des médecins dans sa division disciplinaire les éventuels manquements que vous avez. C'est une procédure administrative et écrite. Ne négligez pas les mises en cause ordinales et disciplinaires. Certains confrères vont être condamnés par l'ordre parce qu'ils ne sont pas venus au niveau régional, ils n'ont pas préparé leur dossier, ils ne s'y sont pas intéressés. Et puis si vous avez un désaccord avec l'ordre régional, vous pouvez faire appel au Conseil national de l'ordre des médecins. Et si vous avez un désaccord avec la décision de l'ordre national, vous faites appel au Conseil d'État. Donc vous voyez que c'est une procédure judiciaire et disciplinaire qui est bien précisée. Alors qu'est-ce que nous dit le Code de déontologie sur la possibilité des patientes de refuser des soins? Alors d'abord, vous découvrez vos obligations professionnelles, et j'en profite, merci à Sandrine, pour rappeler que les sages-femmes ont à peu près les mêmes obligations, les mêmes que nous sur tout cela, les infirmières aussi, mais c'est surtout la profession médicale de sage-femme et de médecin et de chirurgien dentiste qui ont des codes très stricts. Eh bien, le Code de déontologie, il vous oblige à tout ça. Il vous oblige à avoir un comportement respectueux de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. On va voir que le Code de déontologie, il a été écrit dans une période très judéo-chrétienne. Il y a beaucoup de bienveillance dans vos obligations professionnelles. Et dans la mesure où on respecte la vie humaine et on respecte la personne et sa dignité, eh bien on devra respecter le fait qu'elle s'oppose aux soins. Les médecins, les sages-femmes, les infirmiers doivent avoir un comportement de probité, de dévouement et de moralité absolument inattaquable. Ce qui fait que le malade a droit de choisir son gynéco-obstétricien et le remettre en question, y compris pendant les soins. Vous devez écouter, examiner, soigner, accompagner en toutes circonstances avec bienveillance et une attitude correcte. Voilà donc le droit des malades quand ils vous rencontrent en tant que soignant pour juger votre comportement. Alors derrière, qu'est-ce que les autres articles du Code, le 58, le 60 et d'autres vous rappellent? Que vous devez avoir, en toute situation, y compris en soins d'urgence, on en parlera tout à l'heure, respecter ce choix du malade. Et puis vous voyez qu'il est écrit dans l'article 58 qu'un patient peut refuser des soins. Vous devez vous l'informer de toutes les conséquences, le bénéfice, le risque, et pour l'aider à changer d'avis, mais il peut s'opposer aux soins, c'est l'article 58. Et vous devez, article 60, respecter le choix du malade. Si le malade décide de s'opposer aux soins, vous n'avez pas le droit, vous, de vous y opposer, ce qui est logique. Et on verra que la loi Kouchner, en mars 2002, a remis une couche là-dessus. Par contre, on verra tout à l'heure que dans la mesure où le malade pourrait choisir des soins qui vous paraissent non conformes, vous pouvez éventuellement vous retirer des soins, on en parlera tout à l'heure. La notion très importante, et d'un point de vue même médico-légal, aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de condamnations sur des défauts au devoir d'information. Le devoir d'information, il a été renforcé par la loi Larrey-Edreuil en 1997, qui fait qu'on a inversé la charge de la preuve. C'est bien vous, gynéco-obstétricien, c'est bien vous, sage-femme, bien vous, soignant, qui devez informer le malade par tous les moyens possibles. Aujourd'hui, c'est un devoir d'information oral, voilà, et de plus en plus de sociétés savantes sont en train de passer sur des informations plutôt écrites, avec des documents qu'on remet, et le recueil du consentement. Il y a deux niveaux dans l'information et le consentement. Premièrement, une obligation d'information. Bénéfices, risques, y compris les risques exceptionnels. Deuxièmement, vous devez recueillir le consentement éclairé du patient, comme on vous le rappelle à l'article 34, 35 et 36. C'est ce recueil du consentement éclairé qui est très important. Et vous verrez, article 36, que le malade peut donc refuser les soins que vous lui proposez, à condition de démontrer que vous l'avez informé de tous les bénéfices, de tous les risques, et que le malade ensuite peut éventuellement refuser les soins que vous lui proposez. Et on verra tout à l'heure qu'il n'y a que dans la situation d'urgence vitale où on peut se passer du niveau d'information ou du consentement éclairé. J'en profite pour vous rappeler l'importance d'utiliser les fiches des sociétés savantes et l'importance capitale dans tous vos dossiers d'avoir un consentement éclairé pour prouver que votre obligation d'information, vous l'avez remplie. Parce que les écrits restent et les paroles s'envolent, vous le savez depuis longtemps. Donc si vous avez demain un patient qui s'oppose aux soins, il a le droit, vous devez le tracer et de faire en sorte que vous avez un consentement éclairé au refus de soins. La loi Kouchner de mars 2002 rappelle tout ça. Elle rappelle qu'on ne peut pas faire un soin sans un consentement libre et éclairé, et que dans la mesure où on est dans un code bienveillant, le malade peut s'opposer aux soins, et à vous, comme c'est écrit là, de lui donner tous les bénéfices et risques, comme je l'ai déjà dit. Il n'y a que dans l'urgence où on passe. Et puis on va aborder dans la loi Kouchner, il y a plusieurs articles, j'en ai mis qu'un, le fait que si des parents ou des responsables d'adultes majeurs handicapés s'opposent aux soins, vous devez passer outre, et on verra comment tout à l'heure, et on verra dans quel type de procédure.
Alors, la loi Leonetti est venue compliquer ce refus de soins en anticipant un peu avec la possibilité de rédaction de ce qu'on appelle les directives anticipées. Et comme les gynéco-obstétriciens et gynécos, vous faites de la cancéro comme moi en urologie, on fait remplir aux patientes des directives anticipées. On le voit aussi, parfois certains obstétriciens vont proposer aux patientes de répondre à l'avance si elles devaient faire une complication grave sur ce qu'éventuellement elles autorisent à faire ou non pour les réanimer. Je pense que ça a beaucoup moins de valeur que dans des directives anticipées en cancérologie où les choses sont inéluctables. Ce qui est important, c'est de tracer tout ce que vous faites. Vous tracez l'information donnée, au moins dans votre dossier, on a remis les fiches du SYNGOF, on a tracé, on a informé, le courrier est remis au patient. Vous tracez le consentement éclairé où éventuellement la personne refuse les soins. Vous dites, je vais donner un document et la personne, elle écrit, éventuellement avec sa personne de confiance, éventuellement en demandant un deuxième avis à l'extérieur, le fait qu'elle refuse des soins. Et moi, quand j'ai des patients qui ont des cancers du rein ou de prostate qui refusent la chirurgie ou le traitement, je leur demande d'aller voir un autre urologue pour prendre un deuxième avis et pour une nouvelle fois informer le fait qu'ils refusent les soins. Et si cette condition est remplie, alors je continue à les suivre, même s'ils refusent la prise en charge de leur cancer de prostate. Je les vois régulièrement, je les accompagne avec bienveillance, mais j'ai un deuxième avis tracé dans le dossier comme quoi ils s'opposent, puisque quelques années après, un malade qui était mort d'un cancer de prostate, j'ai eu les enfants qui sont venus demander des comptes. On garde éventuellement un double, bien évidemment dans son dossier personnel, et si même on a transféré le malade à un collègue, on garde une trace dans son dossier personnel que la patiente a bien refusé les soins pour pouvoir le justifier. Dans la mesure où il n'y a pas de préjudice, dans la mesure où il n'y a pas de risque de responsabilité, il n'y a pas besoin d'informer son assureur que vous avez eu un refus de soins par un patient. Le médecin, lui, moi je suis au siège au Conseil de l'Ordre depuis 20 ans, je suis effaré de me rendre compte que les médecins ne savent pas, article 47, comme les sages-femmes, Sandrine, tu dois me confirmer, qu'on a le droit de refuser de donner des soins. Donc, article 47, c'est très important. Vous savez, les patientes à problème, on les pressent, on les sent venir, la façon dont elles se positionnent, la façon dont en obstétrique leur couple se positionne, la façon dont le mari intervient, ou la compagne, etc. On sent que ça ne va pas. Si vous sentez que ça ne va pas, article 47, vous dites aux gens, voilà la liste des gynéco-obstétriciens du département, de la région. Personnellement, moi, la relation de confiance que nous avons ne me semble pas de qualité. Je vous invite à aller voir quelqu'un d'autre. Vous avez le droit, sans avoir besoin de le justifier. On n'a pas besoin de dire parce que vous ne me plaisez pas ou parce que je ne sais pas. Vous n'avez pas besoin de le dire. Et ça, c'est très important. Toutes ces relations de soins où vous ne sentez pas la patiente en face de vous, il vaut mieux l'arrêter avant. C'est quand avant le soin, on sent qu'il y a une défiance. Quand après le soin, il y aura une complication, ce n'est pas une défiance, c'est une procédure. Alors, la procédure, on peut dire que c'est un risque qui est normal dans notre métier, c'est un risque normal. Mais néanmoins, si on avait pu la prévenir, ça évite beaucoup de souffrances psychologiques qui, pour nous, sont très importantes. Dans le cadre donc, de la relation individuelle, on peut, mais dans le cadre de la relation, vous intervenez comme un tiers compétent au sein d'un groupe de médecins, article 60 et article 64. Vous pouvez refuser de prêter votre concours à une équipe si pour des raisons, là pareil, d'emploi du temps, de temps ou de relation avec le patient, vous ne souhaitez pas intervenir. Donc quel que soit le type d'organisation de soins, sauf l'urgence, vous pouvez toujours vous retirer d'une relation de soins à n'importe quel moment. Tracez-le dans votre dossier pour qu'on puisse remonter l'histoire. On trace tout, le refus de la patiente, et puis notre position à nous, on la trace. Et souvent, il est utile, d'envoyer la liste de tous les spécialistes de votre spécialité à la patiente, pour dire voilà, de lui envoyer son dossier médical. Attention, les patientes et les patients chiants, si vous envoyez par mail leur dossier médical, ils peuvent vous attaquer pour non-respect du RGPD et du risque lié au fait que leur dossier ait été diffusé ou que c'est leur femme, leur mari qui l'a ouvert ou leur femme. Donc quand on remet un dossier patient, c'est une impression, soit en courrier recommandé, soit vous la mettez à disposition au secrétariat et ils viennent de chercher le dossier. D'accord, ça c'est important. Vous informez le médecin traitant. Vous dites voilà, pour des raisons personnelles, ou si vous avez envie, vous l'appelez au téléphone, mais attention, le médecin traitant vous informe au téléphone, il aura tendance, avec sa patiente, de dire en fait, vous ne lui plaisez pas. Mauvaise idée. Donc en fait, on n'est pas obligé de justifier le médecin traitant, mais c'est utile d'informer le médecin traitant. Je vous invite à informer le Conseil de l'Ordre. Parfois, ça suffit. Vous dites j'ai eu Madame Machin, je lui fais un refus de soins pour des raisons personnelles, et je voulais en informer l'Ordre.
parce qu'on a des patientes qui portent plainte à l'ordre lorsqu'un médecin généraliste ou un spécialiste a décidé de ne plus les prendre en charge. Vous gardez un double et vous tracez. Pas de préjudice, pas de déclaration à l'assureur. Et puis j'ai regardé un petit peu la problématique de gynéco-obstétrique, c'est le fœtus. Parce qu'il y a 3000 à 5000 enfants qui naissent sans vie, et c'est pour vous et pour vous un moment très difficile. Ils ont le droit à l'annulation, ils ont le droit à l'inscription au niveau de l'état civil, du livret de famille. Avant, il y avait une date, aujourd'hui, il n'y a plus de date. Et quoi d'autre? Est-ce que le fœtus a des droits? En fait, il n'y a pas de droit aujourd'hui. Or, vous prenez en charge une personne dans laquelle il y en a une deuxième, mais tant que cette deuxième n'est pas sortie, en quelque sorte, il n'a pas de droit. Et vous vous retrouvez responsable de 2 personnes. Et comment je me positionne par rapport au risque fœtal si, par exemple, j'ai une indication de césarienne et que la patiente, sa compagne ou la patiente et son mari refusent la césarienne? Il y a bien un être presque vivant qui est en potentialité de mort ou de handicap parce qu'on a 2 adultes qui vont s'opposer aux soins. Et bien, jusqu'à présent, dans tout ce que j'ai pu lire, le droit français ne répond pas à cette question parce que la réalité du droit français sur le fœtus, c'est surtout une réalité par rapport à l'interruption thérapeutique de grossesse et à l'IVG. Et si elle change son approche, elle devra probablement changer sa réglementation sur l'IVG et surtout sur l'ITG. Donc, qu'est-ce que dit le droit si on ne rentre pas dans le droit fœtal? En cas d'urgence, vous devez donner les soins nécessaires et vous êtes le défenseur de l'enfant. À H plus 1 heure de vie, ou à 3 minutes de vie, vous devenez brusquement le défenseur de l'enfant, avec l'anesthésiste qui est là et avec la pédiatre qui va venir vous aider. Brusquement, l'enfant a des droits et brusquement, vous êtes le garant de la qualité des soins à l'enfant. Donc on peut considérer qu'avant la naissance, si vous avez des gens qui s'opposent aux soins pour le fœtus qui va devenir un nouveau-né, vous avez le droit d'intervenir et de en quelque sorte les déchoir de leurs droits parentaux et d'informer le procureur de la République si vous êtes en situation de danger, de mort d'un enfant. Et c'est ce que dit le droit français, article 44. Quand vous êtes en position de prendre en charge un adulte handicapé ou un enfant et que le responsable s'oppose à des soins qui vous semblent de qualité, vous devez informer l'autorité judiciaire et administrative pour chercher avec eux une solution. Le reste, vous le connaissez, c'est là pour vous très difficile, malgré les recommandations. C'est à quel moment, quand on prend en charge l'enfant, on tombe dans des soins d'obstination déraisonnables, de maintien en vie, et on voit arriver des procédures sur le temps dépassé de réanimation, 50 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Et on peut reprocher à ce moment-là à l'équipe de soins, obstétriciens, mais surtout pédiatres et anesthésistes, d'avoir réanimé un enfant pendant 1 heure et demie. Ils auraient dû s'arrêter. C'est un moment très difficile. Et c'est là où on va voir que dans les textes de loi, lorsque vous êtes en situation difficile, il faut prendre une décision collégiale. On s'arrête. En sécurité aéronautique, c'est connu, je ne reviendrai pas sur la sécurité, mais il faut savoir dire on bloque, on s'arrête. En sécurité aéronautique, on dit FORDEC. En urologie, on est en train de créer FORADEC. Mais surtout, vous arrêtez. L'anesthésiste, la sage-femme, l'obstétricien, le pédiatre, à un moment donné, doivent se réunir et dire qu'est-ce qui nous semble, nous, collégialement, être la bonne décision. Et ensemble, vous pouvez décider d'un arrêt de soins. Si vous faites cette réunion collégiale qui est prévue par la loi, en particulier en soins palliatifs et en situation d'urgence, il faut bien évidemment la tracer. Vous tracez tout ce que vous faites. L'accouchement qui va être difficile, etc. On trace l'état clinique, la prise de décision, la collégialité s'il y a une décision. Si vous avez contacté l'autorité administrative comme le procureur, vous le tracez, vous gardez un double. Et là, par contre, c'est éventuellement s'il y a un accident grave, un décès ou un handicap, vous devez informer votre assureur dans ce qu'on appelle le passé connu, ou en tout cas garder toute la trace de ce qui vient s'y passer. Le refus de soins et l'urgence. Est-ce qu'un malade peut refuser des soins en situation d'urgence? Typiquement la césarienne. Alors qu'est-ce que dit la loi Kouchner? Il n'y a pas d'exception sur le devoir d'information. Donc y compris en urgence vitale, on est censé informer. Et on est censé voir s'il y a des alternatives thérapeutiques, si elles existent. Et là, on est dans un choix très difficile, nous, les soignants. C'est est-ce qu'on respecte la volonté du patient, mais il va probablement mourir, ou est-ce qu'on passe outre et on va lui sauver la vie? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, sur un certain nombre de documents, je rappellerai qu'il y a des patients qui ne sont pas en état de décider. Donc là, ça règle le problème, on passe dessus.
c'est les gens qui sont alcoolisés, les gens qui ont des démences, des maladies psychiatriques, les gens qui ont fait des tentatives d'autolyse, des intoxications médicamenteuses. Là, vous passez outre, il n'y a pas de discussion à avoir. Alors, sur la permanence des soins et les urgences, nous avons tous une obligation de participer à la permanence des soins. J'ai retrouvé un article 78 qui autorise les gynéco-obstétriciens et les anesthésistes et de mettre un panneau, une plaque sur votre voiture pour faire en sorte que vous puissiez avoir un certain nombre de droits pour accélérer. Et puis, il y a le code de déontologie et le code pénal qui rappellent qu'en toute situation, si vous êtes informé qu'il y a un malade ou un blessé en péril, vous avez l'obligation de vous déplacer et d'être utile. On a des dossiers de médico-légal où on a des médecins qui ont été prévenus qu'il y avait une malade en salle qui allait mal. Le gynéco, il raccroche en disant « c'est pas moi qui suis de garde ». En décrochant son téléphone, il engage sa responsabilité. On ne peut pas, d'un point de vue déontologique, on ne peut pas, d'un point de vue pénal, être informé qu'il y a une hémorragie de la délivrance en salle, que l'autre gynéco de garde fait une césarienne et dire « c'est pas mon problème, je ne suis pas de garde ». Voilà. Donc le code nous rappelle aussi qu'en toute situation d'urgence, nous devons penser à l'intérêt et uniquement à l'intérêt du patient. Quelles que soient les circonstances, on avait dit tout à l'heure que la continuité des soins doit être assurée, bien évidemment. Et vous voyez qu'il n'y a qu'en dehors de l'urgence qu'on peut refuser les soins. Dans le cas de l'urgence, on ne peut pas. Quelle que soit la situation, en urgence, vous avez l'obligation d'y être. Ça, c'est le code de déontologie. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Je vous rappelle que vous êtes défenseur de l'enfant. Alors, sur l'information qu'on donne en urgence, est-ce qu'on doit informer la femme qui est en césarienne code rouge de tous les risques qu'elle a à avoir une césarienne? Non, certainement pas. La loi Kouchner et le code de déontologie de 1995 prévoient qu'en dehors de l'urgence, on n'a pas cette obligation d'information renforcée. Néanmoins, il y a un certain nombre de situations, avant de faire un curtage, avant de faire une révision utérine, on informe. Ça ne changera pas le fait qu'on va le faire, mais ça permet de faire participer le patient à tous les soins. Il n'y a que dans l'urgence vitale absolue et dans l'impossibilité d'informer qu'on peut se passer de ce devoir d'information. Il y avait une procédure en 2009 à la Cour de cassation, sur un arrêt de la Cour de cassation, sur un gynéco-obstétricien, où la patiente lui reprochait de ne pas l'avoir informé qu'elle avait fait un forceps, et de ce forceps, il y avait une plaie du scalp et un traumatisme crânien de l'enfant. La Cour de cassation, dans sa sagesse, a considéré que l'urgence vitale dominait le droit à la patiente d'être informée de tous les bénéfices et les risques. Par contre, dans d'autres décisions, la Cour de cassation a estimé que lorsqu'une malade est venue en consultation le matin à 8 h et qu'on lui fait une révision utérine le soir à 18 h, il y avait une obligation d'information, il y avait le temps d'avoir un minimum de délai de réflexion et de compréhension du risque de perforation utérine ou ailleurs. On ne peut pas dire c'est une urgence, j'opère ce soir à 18 h. Le devoir d'information, et c'est pour ça que je voulais vous dire, il faut distinguer l'urgence et la précipitation. Quand on prévoit une révision utérine 8 heures plus tard, on doit respecter son devoir d'information. Qu'est-ce que dit le code pénal? Le code pénal, il est très clair. Si vous n'intervenez pas pour une urgence ou vous défilez pour la gestion d'une urgence, c'est non-assistance à personne en danger, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et si c'est pour un enfant, c'est 100 000 € d'amende et c'est 7 ans d'emprisonnement. Et le code pénal autorise même pour nos professions, en particulier ceux de la fonction publique hospitalière, le fait qu'on peut lever le secret médical si on estime qu'un enfant ou un fœtus au moment de naître est en danger de mort. On peut appeler les autorités administratives pour faire en sorte d'essayer de sauver la vie de cet enfant ou de cette femme. Et donc le secret professionnel peut être levé. Il y a eu plusieurs décisions de jurisprudence et je vous redonne les amendes en bas. Il y a eu une jurisprudence qui est intéressante, c'est une hémorragie du postpartum avec une patiente qui était témoin de Jéhovah. Et bien évidemment, elle a été transfusée. Une fois qu'on lui a sauvé la vie et qu'elle est transfusée, elle a finalement porté plainte parce qu'on ne l'avait pas respectée dans son refus de soins. Et le Conseil d'État a estimé qu'il y avait une situation dérogatoire et que si vous remplissez ces 3 conditions, qui en obstétrique sont fréquemment présentes, le pronostic vital est en jeu. Il n'y a pas d'alternative thérapeutique à la transfusion en urgence pour une hémorragie de la délivrance et l'acte est indispensable à la survie. Si vous remplissez ces 3 conditions, alors vous avez le droit de passer outre le refus de soins de la patiente. Voilà. Et par contre, on voit qu'il y a une deuxième décision qui a été portée par rapport à un médecin qui était passé outre le refus de transfusion d'un patient anémié
on a considéré que ces 3 conditions, pronostic vital, absence d'alternative et indispensable à la survie immédiate, n'étaient pas remplies et le confrère a été condamné. Ce qui est un peu surprenant dans ce dossier, c'est qu'un patient qui est conscient qu'il a une anémie, si on le perfuse, il peut arracher la perfusion. Et dans ce dossier, ce n'était pas le cas. Donc vous tracez tout, le refus de soins dans le dossier médical. Quand c'est une urgence, vous tracez heure par heure. On a un certain nombre de dossiers de mise en cause médico-légale où pendant des minutes, il n'y a rien. Et à la fin, au bout d'une heure et demie, il y a 5 lignes pour expliquer ce qui s'est passé. Il faut essayer d'utiliser des outils et essayer de tracer tout ce qui est fait minute par minute ou 10 minutes par 10 minutes. Ou alors à la fin, vous vous posez en équipe et vous retracez tout ce que vous avez fait. Tout ce qui n'est pas tracé à ce moment-là se retournera contre vous, puisqu'aujourd'hui, on considère que ce qui n'est pas écrit par les médecins n'a pas été fait. Vous tracez ce que vous faites, vous tracez qui le fait. On a régulièrement des erreurs de nom dans les dossiers, et pas les bons anesthésistes, parfois pas la bonne sage-femme, parfois pas le bon nom du remplaçant. Ça pose un certain nombre de difficultés. Quand c'est des accidents graves avec des risques mis en cause pénale, gardez un double des dossiers, parce qu'une fois que l'officier de police judiciaire va saisir le dossier, on n'a plus rien, plus aucune matière pour travailler avec vous, la compréhension de ce qui s'est passé. On est souvent, quand on a un accident grave au bloc ou en salle d'accouchement, on est les plus mal posés pour se défendre. Donc il faut prendre du recul et confier un dossier à un tiers extérieur, en l'anonymisant si possible, pour éviter les problèmes de secret médical. Et puis là, en urgence, une complication, vous informez votre assureur, parce que c'est un fait dommageable qui peut potentiellement engager votre responsabilité. Alors, souvent les collègues hospitaliers me disent « Ouais, mais Didier, t'es gentil, mais nous, tout ça, c'est pas pour nous. » Bien sûr que si, c'est pour nous. C'est-à-dire que le code de déontologie, il s'applique y compris aux médecins hospitaliers, et quel que soit le type d'organisation, un médecin n'a pas le droit d'aliéner son indépendance, et le médecin est responsable de tes actes, en particulier au niveau pénal et disciplinaire. Il n'y a qu'au niveau civil où il sera couvert par l'autorité de l'établissement, mais pour le reste, il est bien en première ligne. Donc il faut faire très attention et rappeler ça. Et je voulais vous rappeler 2 autres règles qui me paraissent importantes. La première, c'est qu'on a un certain nombre d'entre nous des difficultés aujourd'hui, gynéco, urologue, anesthésiste, etc., de savoir qui prescrit quoi. Et en particulier, quand on fait des rentrées, on demande à des gynéco-obstétriciens de recopier 15 ou 20 médicaments pour un patient, parce que sinon le pharmacien ne délivrera pas. Je voulais vous rappeler simplement que vous ne devez jamais dépasser les connaissances, votre expérience et votre spécialité. Et que quand vous le faites parfois pour rendre service, vous serez condamné pour ça. Vous restez dans votre domaine de compétences. Par contre, urgence vitale, là vous passez de l'autre côté, vous faites ce que vous pouvez. On est en urgence vitale. Même y compris essayer de piquer s'il n'y a pas d'anesthésiste en salle pour essayer de la remplir. Mais heureusement, les sages-femmes et les infirmières font mieux que nous là-dessus. Et puis, chose importante, dernier article 56, notre code professionnel nous oblige à être confraternels. Notre code professionnel nous oblige à être dans l'assistance avec les confrères. Vous êtes les gynéco-obstétriciens dans une équipe pluridisciplinaire avec sage-femme, infirmière, anesthésiste, gynéco-obstétricien et pédiatre. Cette équipe-là, elle ne doit absolument pas se dissoudre et exploser en vol. Cette explosion en vol peut entraîner des défauts de soins, et ces défauts de soins vont entraîner une procédure. Donc faites bien attention à ce que vous dites et à ce que vous écrivez, à votre façon de communiquer, parce que du conflit peut générer un drame humain. Donc en conclusion, les patients ont le droit de refuser des soins. Vous, médecins, vous avez l'obligation d'accepter ce refus de soins, mais vous avez l'obligation de les informer bénéfices et risques, puis de respecter ce qu'ils ont souhaité. Dans la loi, il est précisé que si de ce refus de soins va arriver la mort, et que c'est inéluctable, vous avez l'obligation de leur rappeler à plusieurs reprises et de tracer à chaque fois la réponse. C'est plus vrai en cancéro, qu'en refusant la chimio, en refusant la radiothérapie, en refusant la chirurgie, ils vont mourir. Il faut le rappeler à plusieurs consultations et le tracer. Dans la mesure où les gens refusent de soins, ou dans la mesure où vous ne les sentez pas, où la relation de confiance n'est pas là, vous pouvez refuser de rester leur médecin, et je vous ai expliqué la procédure. En urgence vitale, vous êtes tous responsables pénalement et indépendants de votre employeur, de qui vous voulez, vous assumerez vos décisions. Et si vous avez le sentiment qu'il y a un tiers, en particulier le bébé, qui est en danger de mort parce que vous avez les titulaires de l'autorité qui refusent des soins, vous pouvez appeler le procureur de la République pour chercher une solution. C'est le cas d'une transfusion d'un bébé, c'est le cas, etc. Vous appelez. Et puis vous tracez
tracez tout ce que vous faites. Et si vous avez des questions, je vous laisse mon numéro de portable, comme d'habitude, et je suis joignable pour répondre si vous avez besoin. Voilà. Est-ce que des gens veulent poser des questions? Après cette présentation extrêmement claire et complète. Et du coup, je voudrais juste éclaircir, si on a une césarienne à faire en urgence vitale et que la patiente refuse, on ne peut pas la faire du coup. On passe outre. Ah si, je la fais. Si par contre elle s'accroche, elle hurle, elle s'attache sur la table, éventuellement, moi à mon sens, vous tracez tout ce qui se passe devant témoin, devant son mari, vous notez, vous lui faites noter tout ce qu'elle veut, et moi j'appellerai le procureur en disant il y a un bébé qui va mourir parce que j'ai une femme qui refuse la césarienne. J'ai pas le temps. Ah bah, en fait, oui, mais t'as pas le temps, mais soit tu l'endors de force et tu sors le bébé, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Vous ne serez jamais condamné sur un code rouge de quelqu'un qui s'accroche. Mais après, encore faut-il pouvoir l'endormir. Et surtout, quand vous avez un conjoint présent qui s'oppose à tout, c'est compliqué. Mais moi, à mon avis, à ce moment-là, je pense qu'il faut appeler les vigiles, appeler la gendarmerie, faire ce qu'il faut pour sortir et de faire en sorte qu'on sorte le bébé. Et si vous êtes en opposition totale, vous appelez le procureur. Il y a une ligne 24 heures sur 24. Okay. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous dites bah, « moi, elle refuse », je note qu'elle refuse, je vais boire un café. En fait, là, vous pouvez être embêté. Vous devez démontrer que vous êtes battu jusqu'au bout pour sortir ce bébé. Et qu'elle s'y opposait jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'on te dira qu'elle n'était pas dans son état normal parce qu'elle a reçu des drogues, parce qu'elle a très mal, parce que ça ne va pas. Mais après, s'il n'y a pas de conjoint, eh ben, tu mets un peu d'hypnovel et vous la poussez au bloc. S'il y a un conjoint qui fait barrage, moi j'appelle le procureur pour qu'il t'envoie les gendarmes et qu'on puisse faire le geste. C'est le procureur ou le directeur de garde de Non, le directeur de garde, il n'a aucun pouvoir. Alors là, non, mais téléphone au non, c'est vous. C'est nous. C'est l'équipe de soins, c'est le médecin, c'est éventuellement la sage-femme. On appelle le service du procureur. Il y a quelqu'un tout le temps. Vous tracez l'appel à 12h. On a eu Monsieur Dupont au PJ pour le procureur qui dit que, et vous notez. Le directeur administratif. Après, éventuellement, quand tout est calmé, on peut appeler le directeur administratif. On peut éventuellement tracer dans le dossier ce qui s'est passé et éventuellement informer le Conseil de l'ordre en disant j'ai été dans l'obligation d'appeler le procureur de faire une césarienne. Parce qu'aujourd'hui, au Conseil de l'ordre, on a un nombre de plaintes et de réclamations en obstétrique par rapport aux autres spécialités qui est très importante. Parce que vous êtes, et on le voit en ce moment avec beaucoup de procédures pour violence, pour viol, pour toucher vaginal sans autorité. Mais nous, les urologues, on a fait mettre en salle d'attente que le toucher rectal faisait passer l'examen clinique et que les gens, etc., pouvaient s'opposer au toucher rectal. Et vous, on a de plus en plus de procédures. Et alors, ce qui est incroyable, vous, c'est ces femmes et ces couples qui ont un projet d'accouchement qui ne se déroule pas comme ils veulent, mais ils portent plainte. J'ai été victime d'une grande violence, j'ai eu une dizaine de touchés vaginaux par des inconnus, on m'a violente. Et donc, si vous avez des faits graves, vous le notez, vous le tracez, vous informez votre ordre. Le procureur vous dira toujours, faites comme vous pensez qu'il est bon. Oui, mais il faut faire cet appel. Bertrand, je crois que tu apportes effectivement la bonne précision. Simplement, il y a deux choses que je pense qu'il faut ajouter. La première, c'est qu'on est au XXIe siècle et que le procureur de la République, il n'est pas toujours joignable, mais qu'on peut toujours lui envoyer un mail pour tracer l'information au moment où c'est quand même très, très suraigu. Et on a quand même là une trace et une preuve qu'on a fait le nécessaire. Oui, enfin, normalement, il est toujours joignable. Oui, hein. Le service du proc, il y a toujours quelqu'un. Toujours. Et je pense que le mail, on te dira, vous avez envoyé un mail au procureur, monsieur, c'est comme une... Voilà. Ça ne répond pas aussi sec. Je crois qu'il faut téléphoner. Alors, je voulais poser une question, mais pas engager un débat, parce que je pense que nous serons d'accord. C'est que dans les documents que transmet la Haute Autorité de Santé, on ne parle jamais d'écrit. On dit que l'information, elle peut être éventuellement orale. Or ça, je pense qu'il faut publiquement, enfin moi je dis ça à titre personnel, s'y opposer et dire que la Haute Autorité de Santé, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est pas elle qui se retrouve. En fait, c'est la loi Kouchner et le code de déontologie disent que le devoir d'information, il est oral, et que le recueil du consentement éclairé, il est écrit. Il est clair qu'aujourd'hui, dans la jurisprudence, comme tu le dis, on voit de plus en plus d'experts qui disent qu'il n'y a pas de document écrit, donc il y a un manquement. C'est faux. Un expert ne peut pas vous dire ça. Aujourd'hui, l'obligation d'information, elle est orale.
Maintenant, toute information est écrite dans la jurisprudence, toute information donnée oralement, consolidée par la remise d'un document d'information écrite, c'est l'idéal. Mais on ne peut pas, tu vois, la HAS, elle fait que rappeler la loi Kouchner. Oui, mais enfin, c'est pas la HAS qui décide, et ce sont les experts. Et les experts, ils considèrent que si on a délivré une information orale et qu'elle n'est pas probante, eh bien, oui, c'est le problème. Donc, moi, ce que je considère, c'est ce que je dis d'une manière générale dans les expertises, c'est que systématiquement, il faut conseiller à nos confrères, au sens large du terme, de recueillir un consentement éclairé et signé. Alors voilà, j'allais conclure comme toi. Quel que soit le niveau d'information, c'est un consentement éclairé signé précisant la nature de l'intervention que vous allez faire. Un consentement éclairé qui dit « je sais que je peux mourir », etc., ça ne vaut rien. Oui. Et c'est pour ça que nous, les urologues, on a refait toutes nos fiches info, il y en a 130, et sur chaque fiche info, il y a bénéfice, risque à la chirurgie, consentement éclairé, et les urologues, ce qu'on a remis aussi dans nos fiches d'information remis aux patients et consentement éclairé signé, c'est la personne de confiance. Rajouter la personne de confiance. Ce n'est pas à l'administration hospitalière de demander la personne de confiance, c'est bien à nous. Et moi, j'ai mis en place en urologie, à la fin de chaque intervention, on appelle la personne de confiance. On est encore au bloc, on appelle la personne de confiance dont on a les coordonnées, qu'on a éventuellement rencontré avant les chirurgies lourdes et avant, etc. Et on l'appelle, on dit tout s'est bien passé. Il est en salle de réveil, il sera dans sa chambre dans 2 heures. La personne de confiance, c'est bien à vous à la gérer. Ne laissez pas les administratifs gérer notre métier à notre place. La désignation de personne de confiance, c'est une obligation dans la loi Kouchner, mais c'est une bonne obligation. Il faut que vous récupériez ça. Parce que et tu le sais bien, quand on a des procédures, il y a des gens qui disent « de toute façon, je vous ai fait venir en expertise pour vous faire payer le fait que pendant 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures, je n'ai pas eu de nouvelles. Et qu'ensuite, quand j'ai voulu vous rencontrer, je ne vous ai jamais vu. » Appuyez-vous sur la personne de confiance. Quand vous avez un accident au bloc ou ailleurs, vous appelez la personne de confiance. Vous dites « on a un souci, elle va partir en réa, elle est transfusée, il y a eu un gros pépin. » Ça prépare. Et la deuxième personne qu'il faut appeler quand on a un accident, c'est le médecin généraliste. On est souvent condamné par le médecin généraliste qui nous fait payer le fait que quand la famille débarque dans son bureau 10 jours après, vous êtes au courant que ma fille est en réa, qu'elle est intubée ventilée, qu'elle a fait une embolie pulmonaire, qu'elle est en train de mourir? Non. Ah, vous savez, ça ne m'étonne pas, en ce moment les cliniques c'est le bordel. Le médecin, si vous l'appelez, vous dites écoute, elle a fait une complication pérope, elle a fait une embolie amniotique par exemple, elle est en réa, mais pour l'instant elle est stabilisée, je te tiens au courant. Quand la famille arrive, le médecin généraliste il prend votre défense. Écoutez, il m'a appelé. Il est arrivé un accident dramatique, embolie amniotique, c'est imparable, mais ils sont en train de la stabiliser, ils font ce qu'ils peuvent. Brusquement, vous avez le corps médical qui vient autour de vous. Si vous n'appelez pas le médecin traitant, il y a souvent une faille, et les médecins généralistes ne sont pas toujours très confraternels. De la même manière, en termes d'information, je crois qu'il y a une bonne façon de délivrer une information et de le prouver, c'est d'écrire au médecin traitant quand on voit la patiente et d'envoyer le double, de l'inscrire sur le dossier, courrier envoyé au médecin correspondant. Et donner les courriers aux patients. Et dicter en présence de la patiente. Et vous donnez les courriers aux patients. Moi, je donne 100% de mes courriers aux patients. C'est ce qu'on met en place en urologie. Les gens ont le droit d'avoir leur dossier. Et quand vous avez marqué tout dedans, parce que les risques principaux, et dit j'ai remis une fiche d'info, je lui donne, je la reverrai, je suis disponible pour la revoir avec sa personne de confiance si elle le souhaite, et que le courrier est donné au patient, c'est un argument fort. Et puis c'est le moindre des droits dans la déontologie et dans le reste, que les gens ils aient le droit à avoir leur dossier médical. Oui, tu as raison. Oui, oui. De même manière. Autant pour moi, Oui. quand effectivement, là, il y a, Sandrine ne m'en voudra pas, mais du Conseil de l'ordre des sages-femmes, Sandrine, oui, il faut informer les sages-femmes, vous avez complètement raison. La sage-femme, elle est au gynéco-obstétricien, bien sûr, bien sûr. C'est très important parce que les sages-femmes vont les revoir après, éventuellement pour la rééducation périnnéale ou le reste. Et si vous les avez informés qu'il y a eu un périnée complet, qu'il y a eu des trucs, elle dit mais j'étais au courant, c'était difficile, elle va vous appuyer. S'ils ne sont pas informés, ils ont un sentiment légitime, un peu d'orgueil, de dire ils n'ont rien à foutre. Tout ce que je fais, ils n'ont rien à foutre, on ne va pas passer un coup de fil. Donc, pour les consentements éclairés, tu les stockes, tu les scannes? c'est une bonne question que tu poses. L'idéal, c'est... Alors, quand on les scanne, bien sûr, c'est très bien, c'est intégré, mais assurez-vous que vous avez des sauvegardes de vos programmes informatiques. Et on a aujourd'hui une grosse difficulté au niveau de l'ordre et de toutes nos professions, c'est qu'on a des collègues qui partent en retraite, que les procédures peuvent arriver, je vous rappelle, en obstétrique jusqu'à 28 ans après la naissance, et que quand ils ressortent leur programme informatique 28 ans après, on nous dit mais on ne peut plus lire. On ne peut pas lire les données.
Donc en fait, on n'en sait rien. Donc moi, nous on met en place dans un certain nombre d'endroits, c'est que, alors, il y a plusieurs archives qu'il faut garder. Les courriers adresseurs pour les APC. Ne jetez pas vos courriers d'APC. D'accord ? La Sécurité sociale a 3 ans pour revenir vous contrôler. Si vous n'avez pas un courrier de médecin adresseur, vous ne pouvez pas coter d'APC. Je rappelle, c'est l'ancien C2. Donc ça, nous on les met dans des cartons, et sur le carton, on marque telle année, telle année, telle année. Et les consentements éclairés, alors, il faut en avoir un exemplaire dans le cabinet, et puis normalement, il y a un exemplaire qui est dans le dossier de la clinique. Donc on arrive à les retrouver. Mais quand certaines cliniques déposent le bilan, quand le collègue est parti en retraite, on ne trouve rien. Bah, par contre, si on a mis dans le courrier adressé au médecin généraliste, parfois que les patients ont, elle a signé un consentement éclairé ou ailleurs, elle a vu, je l'ai informé, en général on rebondit. Mais l'idéal, c'est de les garder en papier pour le moment. Et le dire sur le dossier informatique qu'on a fait un consentement éclairé en plus. Ce que tu peux faire aussi, c'est de faire des enveloppes, année par année, et en fin d'année, tu dis les consentements éclairés de 2002, je les scanne et je les mets sur une clé USB. Là, il n'y a pas de programme. Donc même 3 ans, 5 ans, 10 ans après, on peut. Seulement, vous savez, malheureusement, que les données, même sur des disques gravés, des clés USB, il n'y a que dans le cloud, ça ne disparaît pas, mais dans le reste, au bout de 10 ans ou 15 ans, une clé USB ou un disque, il s'est effacé. Alain ? Vous avez répondu à la plupart des questions, mais il y a qu'un sujet que tu n'as pas abordé, c'est l'IVG. Oui. Alors, juste pour le rappeler pour les gens, de l'obligation, quand des gens qui ne font pas d'IVG peuvent exercer leur refus de soins, mais ils doivent obligatoirement diriger les gens quelque part. C'est la loi. Tu as raison, et de faire en sorte de le faire avec un délai, la loi précise que le délai doit être rapide. Oui, pour pas faire en sorte que la personne ne puisse pas faire son truc. C'est tout, le reste a répondu au fur et à mesure. Et en fait, puisque tu abordes, il y a un point qui me semble très intéressant sur l'IVG, c'est les soins aux enfants. Et les soins aux enfants, la loi Kouchner, elle a été modifiée que pour permettre l'IVG, la contraception. Et souvent, on me dit, vous savez, quand on opère des enfants, vous en faites peu, moi je suis urologue, j'en fais un certain nombre, et on nous dit, on n'a pas l'autorisation d'opérer des 2 parents. La loi Kouchner dit qu'un enfant qui a le discernement n'a pas besoin de l'autorisation des 2 parents. Il a besoin de l'autorisation d'un adulte de son choix. Et ça a été fait uniquement pour la contraception et pour l'IVG, et ça bénéficie à toutes les autres chirurgies de l'enfant. Si vous avez un enfant de 16 ans qui veut une circoncision, qui ne veut pas que son père et sa mère soient au courant, aujourd'hui, la plupart de mes collègues le refusent. Bien sûr que non. Moi, je dois lui dire, il faut prévenir tes parents. Il dit, je ne veux pas. Je vais venir avec mon parrain. Mon parrain vient, le parrain, on prend sa carte d'identité. Le parrain, il dit, moi, je valide. Il vient avec l'adulte de son choix. Il a 16 ans, il a le discernement. Il a le droit aux soins. Et on s'est battu sur la contraception, en particulier l'IVG, pour que jusqu'à, il y a, je crois, 3 ans, quand une jeune femme prenait la pilule, c'était sur la carte vitale de ses parents. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais avant, c'était le cas. Donc on disait, elles ont droit au secret, mais en fait, quand la facturation arrivait, les parents savaient qu'elle avait pris la pilule. Donc ça posait des problèmes. Pour les témoins de Jéhovah, finalement, tu nous dis qu'en obstétrique, il n'y a plus de problème. On peut s'en occuper. Oui, bien sûr. On peut s'en occuper sans inquiétude. Puisque le jour où on aura un gros problème de l'hémorragie de la délivrance, on transfuse. Et elle peut mettre en doute le fait qu'elle serait peut-être pas morte si on ne l'avait pas transfusée. Elle peut essayer. Aujourd'hui, dans la jurisprudence, aucune équipe médicale n'a été condamnée pour avoir transfusé un témoin de Jéhovah en urgence vitale. Aucune. Alors nous on a l'expérience d'un cas très particulier, très ancien. Alors, je ne vous refais pas l'histoire. La patiente a été sauvée parce qu'elle a été transfusée contre son gré, témoin de Jéhovah. Elle a porté plainte, elle a perdu évidemment en première instance, elle a fait appel, elle a perdu en appel, elle est allée au Conseil européen, au Conseil d'État, à la Cour de cassation, puisqu'on était en libéral, elle a perdu, elle est allée à la Cour européenne des droits et elle a perdu. Et finalement, l'assureur a trouvé que c'était quand même un peu lourd, parce qu'il y a les frais de défense et tout, et a demandé des dommages et intérêts. Et effectivement, elle a été condamnée à 300 € de dommages et intérêts, alors qu'il y avait eu 50 ou 60 000 € de frais de justice pour en arriver là. Nous, on a eu un témoin de Jéhovah sur un cancer de vessie qui saignait, qui est mort dans le service. Il a resté 3 semaines, il a refusé les transfusions pendant 3 semaines. Donc on a fait un conseil de famille avec sa femme, avec ses enfants, tout le monde s'est engagé, et il est mort d'une anémie à 3,5 g, il a fait un infarct. Mais il a refusé jusqu'au bout. Là, il n'y a pas de problème. Il a le droit de refuser. Les soignants, souvent, on dit, mais il refuse les soins, moi je ne veux plus jamais le voir. Il a le droit de refuser les soins. Nous, on doit continuer à l'accompagner. En urgence, vous passez outre.
C'est pas notre problème. En urgence, moi j'opère des témoins de Jéhovah, je leur dis je vous promets, on fera tout ce qu'il faut, du Ringer, tout ce qu'il faut si vous saignez sur une prostate radicale. Moi j'ai des copains qui disent je prends pas de témoins de Jéhovah. Je trouve que c'est excessif. Et par contre, sous anesthésie générale, si vous avez un choc hémorragique, vous transfusez votre témoin de Jéhovah. Ce qui est surprenant, c'est que nous on a transfusé et derrière on leur dit on vous a transfusé. C'est pas grave, mais on n'en parle pas. On dirait rien à personne. Je suis vivant, c'est tout ce qui compte, mais on n'en parle à personne. Voilà. Vous savez pourquoi les témoins de Jéhovah refusent la transfusion? Pareil, je me tais parce que je suis trop... Non, vas-y. Eh bien, en fait, c'est les lettres de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Saint Paul apôtre a écrit aux Corinthiens. Et dans une lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, il dit « la vie et le sang ». Et à un autre moment, il dit « l'âme et la vie ». Et donc, les premiers témoins de Jéhovah dont le mouvement est parti à New York ont considéré que l'âme était le sang. Et donc, on ne transfuse pas son âme. C'est sur ces deux lettres de Saint Paul apôtre aux Corinthiens que les puristes, des juristes de l'analyse, on dit donc on ne donne pas son sang. Et puis il y a eu le scandale du sang contaminé, etc. Et qui leur a en quelque sorte donné raison. Et sur cet argument-là, ils sont très arc-boutés. Alors, voilà. Je voudrais non pas engager un débat, mais enfin t'interroger sur une forme à laquelle on est quand même très souvent confronté dans notre spécialité, qui est le refus du dépistage de la trisomie 21. Ah oui. Alors, tu veux en parler ou on peut aussi donner la parole à l'auditoire pour que les gens nous donnent leur point de vue sur la question. Alors, le droit répond. Et moi, la question s'est posée à titre personnel. Les gens ont le droit de refuser de la trisomie. Il faut juste le tracer et les informer. Ils ont tout à fait le droit. Par contre, dans ce qu'on discutait tout à l'heure en aparté, c'est qu'il y a eu des dossiers où les gens ont refusé, ça n'a pas été tracé, et une fois que l'enfant est venu au monde, il se retourne contre l'équipe en disant on ne nous a pas proposé, et donc on veut être indemnisé sur le fait qu'on a fait naître un enfant handicapé. Alors l'arrêt Perruche est très clair là-dessus. Aujourd'hui, nul ne peut mettre en cause du fait de la naissance et de la découverte d'un handicap à la naissance. Donc c'est terminé, c'est réglé. Néanmoins, comme on le disait tout à l'heure, hein, tous les deux, il est important quand les gens, vous devez proposer des soins, y compris le dépistage de la trisomie, et si les gens le refusent, vous tracez. Ne veut pas le dépistage. On trace ou ils signent? On leur fait signer un papier? Les deux, mon général. Tout ce qui est tracé et signé, c'est toujours mieux. Et si tu traces dans le dossier que le courrier est envoyé au médecin traitant, le courrier est envoyé à la patiente, ça vaut l'équivalent. Il y a un formulaire type qui a été écrit dans l'arrêté de je ne sais plus quelle date. D'accord. Signé aux gens. Le formulaire est dans l'arrêté du 14 septembre 2018. Mais est-ce qu'il est obligatoire, ce dépistage? Le dépistage, il n'est absolument pas obligatoire. Non. Mais en tant que soignant, quel que soit d'ailleurs le soignant, on est obligé de le proposer. Et on le propose, on l'accepte ou on le refuse. Mais si on l'accepte, bon, très bien, on signe. De toute façon, c'est obligatoire, les laboratoires sont obligés de faire signer. Et si on ne l'accepte pas, eh ben, il faut le faire signer. Parce que il faut le faire signer parce que les gens après disent je n'avais pas compris ce qu'on m'avait demandé. Ils portent plainte en disant on m'a pas expliqué, j'ai pas su. Si on m'avait expliqué, je l'aurais su. Et il faut assumer parce qu'il y a des gens qui sont choqués de signer. Sur des histoires religieuses en disant mais vous occupez de quoi? Mais on a eu aussi l'inverse, c'est qu'on a eu Non, des mais gynécos. le consentement, ou dans ce cas-là c'est le refus, n'accepte pas du tout qu'on explicite les raisons pour lesquelles on refuse. Il n'y a pas de conditions qui font qu'on a refusé. On doit signer. On m'a proposé un dépistage, j'ai compris tout ce qui m'a été expliqué, et après mûre réflexion, je ne l'accepte pas. Ça va très bien. D'accord, non, enfin, c'est pas moi le conférencier. En fait, il y a eu sur la trisomie des débats parce que certains collègues gynéco-obstétriciens, pour des raisons personnelles à eux, étaient plutôt contre l'ITG des enfants trisomiques et du coup ne le proposaient pas, un peu volontairement. Ou voilà. Donc je crois qu'il faut le proposer. Après, si le gynéco-obstétricien, pour des raisons personnelles, il faut se bagarrer, on va continuer à se battre sur la loi sur l'euthanasie, puisqu'aujourd'hui, ils aimeraient... Ils sont en train de dire que la clause de conscience doit être remise en question pour l'IVG. Ce qui est très dangereux, c'est que même si l'article 47 nous permet de refuser le soin, la clause de conscience rajoutée à la loi sur l'IVG permet essentiellement aux praticiens hospitaliers d'être complètement indépendants de toute pression de leur employeur. Le jour où, puisque vous savez qu'à l'hôpital, c'est l'hôpital qui fait le soin,
par notre intermédiaire. Ce n'est pas la même chose qu'en libéral. Donc sur la loi sur l'euthanasie qui risque un jour de devenir une euthanasie active, on demande aussi qu'il y ait une clause de conscience clairement marquée, plus forte que l'article 47. Et donc pour la trisomie, c'est pareil. S'il y a des gynéco-obstétriciens pour des raisons personnelles qui sont contre l'ITG des enfants trisomiques, ils doivent proposer le dépistage. Et puis si la patiente, on se rend compte qu'elle a un risque de trisomie, ils peuvent dire je ne fais pas la myosynthèse, je vous confie à un collègue. Mais on confie à un collègue. On ne peut pas dire c'est pas mon problème, c'est honteux. On n'a pas de jugement de valeur à apporter. On passe au sujet d'après. Vas-y. Alors oui. Merci Didier, c'est toujours aussi intéressant de t'écouter. Ben oui, merci. On peut même l'applaudir. Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux. Bon, je vous laisse découvrir. Donc c'est la mise en place de la loi de bioéthique. Et il y a des questions que vous allez voir qui sont très complexes à gérer, que Michael Agopians, il s'en occupe beaucoup pour le syndicat. On en reparlera tout à l'heure, mais vous allez voir que tout n'est pas réglé, en particulier au moment où on est en train de rédiger les projets régionaux de santé. Et il faut qu'on fasse des pressions sur toutes les ARS pour faire évoluer les choses. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver, même par vidéo, pour la session Saint-Goff de cette session 2023 de Paris Santé Femmes concernant la mise en place de la loi de bioéthique et notamment les questions restant en suspens. Je suis le docteur Michael Agopians, je suis MCUPS de gynécologie médicale au CHRU de Nancy où je coordonne le centre d'AMP et je parle aujourd'hui pour le SYNGOF, le syndicat des gynécologues et obstétriciens de France. Nous allons tout d'abord nous intéresser à un panorama de la PMA en France afin d'y voir un peu plus clair dans la suite de mon propos. La PMA ou AMP, assistance médicale à la procréation, concerne l'ensemble des procédés médicaux, biologiques, techniques et sociaux qui interviennent sur les gamètes, ovocytes et spermatozoïdes et éventuellement sur les embryons afin de permettre la mise en place d'une parentalité. Elle se déroule classiquement dans des centres d'insémination ou des centres clinico-biologiques, les deux formant les centres d'AMP ou les Fertility Centers, comme l'on l'appelle dans les pays anglo-saxons. Le concept est l'aide à l'accès à la parentalité et c'est réellement la finalité de l'ensemble de notre démarche. La distinction qui est souvent faite entre les indications dites médicales et les indications dites sociétales est assez tenue, mais ce ne sera pas le propos aujourd'hui de notre topo. L'AMP peut être soit intraconjugale, c'est-à-dire en utilisant les gamètes, ovules et spermatozoïdes du couple, ou alors réalisée avec un don. Ce don peut être soit un don de spermatozoïdes que l'on peut réaliser avec une insémination ou une fécondation in vitro, un don d'ovules qui nécessite obligatoirement la réalisation d'une fécondation in vitro sur les ovules issus du don, et l'accueil d'embryons qui se réalise avec des transferts d'embryons traditionnellement cryoconservés. Quelques chiffres sur la France. Il y a plus de 100 centres autorisés pour la fécondation in vitro. Ce sont les centres clinico-biologiques d'AMP qui ont au moins l'autorisation pour la ponction du côté clinique et pour la fécondation in vitro du côté biologique. Nous en parlerons plus en détail à la fin de cette présentation. Plus de 150 000 tentatives d'AMP sont réalisées par an en France et 3 à 4% actuellement des naissances chaque année en France sont issues d'une PMA, très majoritairement sans don de gamètes ou d'embryons. Ce chiffre augmente de 10% par an par ailleurs. Je souhaitais également vous interpeller sur le fait que plus de 200 000 embryons sont actuellement cryoconservés dans les cuves des différents centres clinico-biologiques d'AMP. Nous en reparlerons également. Les lois de bioéthique sont un ensemble de lois dont la première a été promulguée en juillet 1994
qui concerne l'AMP, dont on va parler aujourd'hui, qui concerne également le diagnostic prénatal, la génétique, les greffes, la recherche, notamment la recherche sur l'humain. 3 révisions ont eu lieu depuis 1994, en 2004, en 2011 et en 2021, avec la dernière révision qui a été donc promulguée le 2 août 2021. Plus de 50 textes réglementaires ont été issus de cette promulgation de cette loi, arrêtés ou décrets, afin de mettre en musique et de mettre en application l'ensemble des dispositions de cette loi, notamment dans le domaine de la PMA, et c'est ce sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Tout d'abord, la PMA pour toutes, sur lequel on va revenir, qui est, je pense, la disposition la plus connue, la plus débattue de ce projet de loi promulgué en 2021. La PMA pour toutes correspond à l'extension des indications d'assistance médicale à la procréation appliquées aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Elle nécessite la plupart du temps des spermatozoïdes issus du don, avec lesquels on va pouvoir réaliser soit des inséminations, soit des fécondations in vitro. L'accueil d'embryons ou le double don, nous en parlerons, peut également être une méthode, une mise en place dans le cadre de la PMA pour toutes. Et nous en reviendrons sur une slide spécifique dans quelques instants. Tout centre d'AMP peut réaliser, autorisé donc pour l'insémination et la fécondation in vitro, peut réaliser la PMA pour toutes, mais il y a une restriction pour la gestion du don. Nous en reparlerons également, tout comme des délais d'attente issus de la réglementation du don en France et des pratiques. Le contexte juridique de la PMA pour toutes, historiquement, c'était une promesse de campagne du président Hollande puis du président Macron en 2017, validée par le Comité national d'éthique en 2017. La loi a été donc promulguée en août 2021 avec un décret et un décret d'application et un arrêté spécifique du 28 septembre 2021 permettant l'applicabilité de cette mesure. Sur cette carte, vous verrez en amont de la modification législative et réglementaire en France, l'état des lieux de l'Union européenne qui date de 2019 et vous voyez donc que la France qui était à l'époque en rouge apparaîtrait maintenant en violet, rejoignant notamment les pays d'Europe du Nord, le Benelux, le Royaume-Uni et l'Irlande et la péninsule ibérique. L'AROPA est quelque chose de beaucoup moins connu. Nous allons revenir sur ce que c'est au niveau médical et ce à quoi ça correspond sur le plan éthique. L'AROPA, ou Reception of Oocytes from a Partner, et qui correspond également à la FIV réciproque ou à la maternité partagée. Ce sont des termes qui sont utilisés dans la littérature anglo-saxonne. Je vous épargnerai mon accent sur ces termes-là. Ça correspond à la réalisation d'une fécondation in vitro pour une femme qui ne portera pas la grossesse, le transfert d'embryon étant effectué à la partenaire. Cela est utilisé comme méthode dans certains pays, notamment en Espagne ou en Belgique, pour les couples de femmes ou pour les couples hétérosexuels comprenant une femme cisgenre et un homme transgenre qui traditionnellement va être la personne qui va fournir les ovules, tandis que la femme cisgenre va porter la grossesse. On différencie une repas dite médicale, lorsque par exemple il y a une problématique ovocytaire chez un membre du couple et la repas de projet parental lorsqu'il n'y a pas de contexte médical associé. Les complications de la grossesse sont équivalentes à une fécondation in vitro avec ovocytes issus du don, mais philosophiquement cela ne correspond pas à une procédure de don d'ovocytes puisque les ovocytes existent au sein du couple et ne sont pas étrangers au couple. Alors, a priori, cette méthode serait interdite en France. Voilà ce qu'il y avait encore voilà ce qu'il y avait il y a encore quelques semaines sur le site procréationmédicale.fr. L'AROPA était-elle autorisée en France? La réponse officielle était non. L'AROPA désigne une AMP réalisée au
sein d'un couple de femmes. Lorsque l'une fournit les ovocytes et l'autre porte l'enfant, cette méthode n'est pas autorisée en France. Cette mention a actuellement été supprimée et la repas est a priori donc interdite sans sans que cela soit explicitement écrit dans la loi. L'autoconservation sociétale des gamètes est également une mesure assez connue, donc elle concerne les ovules et les spermatozoïdes, avec la possibilité de cryoconserver pour soi-même en dehors de tout contexte médical, en vue d'une réutilisation ultérieure si besoin en est. Cette possibilité d'autoconservation est uniquement dévolue aux centres d'AMP publics et privés non lucratifs, mais également par un amendement spécifique au secteur privé lucratif pour les départements isolés. Les conditions d'âge ont été fixées par un décret spécifique et ne sont pas les mêmes que les conditions d'âge pour la PMA que l'on va revoir dans quelques instants. Pour pouvoir autoconserver dans un cadre dit sociétal ces gamètes, pour une femme, il faut avoir entre 29 et 37 ans, avec une réutilisation, comme on le verra, possible jusqu'à 45 ans. Pour l'homme, il faut pouvoir les âges bornes sont de 25 à 45 ans, avec une possibilité de réutilisation jusqu'à 60. L'autoconservation sociétale des gamètes doit toujours être discutée versus la PMA solo, et la demande actuellement est très disparate sur le territoire français. L'Île-de-France fait partie des régions qui connaissent une forte demande. Si vous voyez les chiffres de la région Lorraine, actuellement nous n'avons eu qu'une demande de cryopréservation de spermatozoïdes pour notre région qui couvre notre centre qui couvre un territoire de 3 millions d'habitants, et une vingtaine de demandes de cryoconservation dite sociétale d'ovocytes. L'autoconservation ovocytaire donc est à discuter versus la PMA solo. Ce sont des discussions à avoir avec les personnes qui demandent, en précisant le projet au cas par cas, l'âge étant fatalement un facteur déterminant dans la démarche. Je dis juste un mot sur l'autoconservation à réutilisation particulière et notamment dans les parcours de transidentité. C'est une thématique à aborder pour toute transition. Actuellement, il n'y a pas de nouveauté réglementaire dans la loi de bioéthique, mais on voit bien que les pratiques sont en train de se préciser, notamment dans les contextes de réutilisation ultérieure pour les personnes trans qui ont congelé dans un cadre médical, sans que ce cadre soit bien entendu pathologique. Les âges limites et le suivi conjoint en AMP. Quelques slides sur ces thématiques qui sont assez importantes et qui sont encore malheureusement assez méconnues, ou en tout cas assez floues pour la majorité des personnes. Les âges limites. L'âge limite de prise en charge dans le cadre d'une AMP, quel que soit le type d'AMP, est de 45 ans pour la femme qui va porter, pour la personne qui va porter. Sauf les ponctions qui sont actuellement limitées, ponctions d'ovaires en vue de fécondation in vitro, qui sont limitées à l'âge de 43 ans. Vous comprenez bien que traditionnellement les inséminations sont très peu effectuées après 40 ans pour des questions de résultats, et cela pose une réelle problématique que les professionnels ont pointé à de nombreuses reprises, et je pense notamment à nos amis du CNGOF, sur les femmes entre 43 et 45 ans, pour lesquelles uniquement l'insémination ou des PMA avec don, notamment d'ovules, sont possibles. 60 ans est l'âge limite pour l'éventuelle conjoint, l'éventuel parce que PMA pour toutes, éventuel conjoint également parce que PMA pour toutes. Il y a une interdiction de prise en charge, une interdiction réglementaire, non légale, une interdiction réglementaire de prise en charge au-delà de ces âges, et non pas, il ne s'agit plus d'un déremboursement. Okay, donc ça, c'est un point très important. La prise en charge hors contexte médical doit être proposée jusqu'à 45 ans. Il y a un jugement actuel du tribunal qui est récent,
qui dit que le seul âge ne peut pas être un motif à lui seul de refus et que le contexte médical et les possibilités qui peuvent être offertes en France avec les délais inhérents au don doivent être en tout cas discutés avec les femmes jusqu'à 45 ans. La possibilité de suivi conjoint, on va le voir sur la slide suivante, est accordée dans le cadre des autorisations de remboursement par le CNSE, qui est le Centre national des soins à l'étranger, notamment dans le cadre des délais malheureusement très importants et très spécifiques à la France dans l'AMP avec don. Le suivi conjoint et le fait de faire un suivi donc en relation avec une prise en charge en PMA à l'étranger. Le point très important, c'est qu'il faut 2 conditions qui soient réunies au niveau réglementaire pour que le suivi conjoint puisse être réalisé. La première, c'est que l'ensemble de la procédure qui soit réalisée hors de France soit légale et réglementaire en France. La deuxième chose, c'est qu'il est nécessaire de démontrer qu'il existe soit une technique non disponible en France, mais qui serait réglementaire, ce qui n'est pas le cas dans notre domaine, ou alors que cette technique ne soit pas mise en place sous un délai acceptable. Et là, bien entendu, on parle des délais dans le cadre de la PMA avec don. Donc le suivi conjoint peut être réalisé dans le cadre d'une demande d'une femme ou d'un couple, après avoir adressé un dossier au Centre national des soins à l'étranger, une lettre explicative du praticien pour soutenir la demande. La réponse est en général rapide et elle permet au couple ou à la femme d'avoir une prise en charge partielle de type forfaitaire de ce qu'elle ou il débourse hors de France et d'un remboursement total des soins en France, ce qui est bien entendu financièrement d'une grande aide pour ces couples ou ces femmes. La réglementation du don a peu évolué, mis à part pour l'accès aux origines. On va y revenir dans quelques instants. Le don de gamètes et d'embryons en France est anonyme et reste anonyme. L'accès aux origines est une disposition qui vient compléter le dispositif d'anonymat. C'est-à-dire que les personnes, le ou la personne qui donne et le ou la personne qui reçoivent les gamètes ou les embryons ne se connaissent pas et n'ont aucun lien les uns avec les autres. Le don est volontaire. Et cela a été rappelé dans les textes réglementaires, cela est déjà dans la loi, c'est-à-dire que toute technique de parrainage est interdite. La technique de parrainage, c'est j'ai 2 ans de délai d'attente pour le don d'ovules. Si vous ramenez une donneuse au centre qui vient en votre nom, le délai est ramené à 6 mois. Ceci est interdit, ça a été rappelé par l'Agence de la biomédecine. Le don est gratuit, sans dédommagement possible. Il existe une procédure de remboursement des frais et des bourgs qui pourrait être inhérent à la procédure, mais aucun gain financier ne peut être réalisé. Ça fait partie de l'éthique dite à la française. Le don de gamètes ne peut être organisé, ni le don d'embryon, dans les centres privés à but lucratif, et cela est une exception française sur le plan international. Il existe une interdiction également d'imposer l'appariement, cela est du domaine réglementaire. Qu'est-ce que ça veut dire imposer l'appariement? C'est-à-dire de dire, vous, telle personne qui demande une AMP avec don à telle caractéristique physique, donc le corps médical vous impose, parce que le corps médical trouve que c'est mieux, telle caractéristique physique. Cela est interdit. De la même manière, des couples ou des femmes qui demandent une PMA avec don ne peuvent demander que des caractéristiques physiques aux personnes, enfin au corps médical par rapport aux donneuses ou aux donneurs, leur correspondant, et ne peuvent pas dire je veux telle ou telle caractéristique physique qui ne me correspond pas ou qui ne correspond pas à une caractéristique qui existe au sein de notre éventuel couple. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la double non-imposition. Pas d'imposition du corps médical vers la patientèle, pas d'imposition de la patientèle vers le corps médical. La loi, c'est du domaine législatif, interdit les discriminations sous quelques
nature que ce soit, notamment discrimination à l'âge, discrimination à l'orientation sexuelle, discrimination au statut marital, discrimination à l'identité de genre, y compris par l'application de délais intus ou de délais différenciés sur ces critères qui ne sont pas des critères médicaux. Je rappelle qu'il y a pour les personnes qui reçoivent un don de gamètes ou d'embryons, donc les bénéficiaires de la PMA avec don, une nécessité de signer un acte notarié payant pour valider la PMA avec don en France. Un deuxième acte notarié qui s'appelle la RCA, la reconnaissance conjointe anticipée, concerne, elle, uniquement les couples de femmes et permet, vous ne le voyez pas car je suis devant ces mots, qui permet donc cette RCA d'établir une filiation directe à l'état civil lors de la naissance d'un enfant pour les couples de femmes, l'état civil retranscrivant directement que l'enfant naît tel jour, etc., et à deux mamans, et donc cela sans nécessité de passer par la procédure d'adoption plénière. Le double don. Le double don était historiquement interdit en France. Il correspond à la réalisation d'une fécondation in vitro avec ovules issus du don et spermatozoïdes également issus du don. Elle a été autorisée à l'occasion de la PMA pour toutes, étant donné la probable augmentation majeure de ce type de situation qui pourrait éventuellement la nécessiter. L'alternative est bien entendu l'accueil d'embryons et pour rappel, je vous redis les dizaines de milliers d'embryons actuellement cryoconservés sans projet parental. Il s'agit d'une discussion éthique difficile où chacun peut avoir bien entendu son point de vue, mais malheureusement cela n'a absolument pas fait partie des sujets majeurs de discussion lors de cette dernière révision de loi de bioéthique. C'est une thématique qui est passée malheureusement un petit peu sous les radars, complètement écrasée par les trois thématiques majeures que sont la PMA pour toutes, l'autoconservation dite sociétale des gamètes et l'accès aux origines. L'accès aux origines, on y vient. Nous n'avions évoqué dans le cadre du maintien de l'anonymat strict dans le cadre de l'AMP avec don. L'accès aux origines correspond donc à la possibilité pour un enfant issu d'un don, donc c'est la possibilité pour l'enfant issu du don et non pour les parents ou la maman, d'avoir des informations identifiantes ou non identifiantes sur la donneuse, le donneur ou les donneurs, notamment lorsqu'il s'agit d'accueil d'embryons. Les conditions, c'est d'être majeur, c'est d'être au courant qu'on est un enfant issu d'une PMA avec don, puisque cela, à contrario de certains pays nordiques, est laissé à l'appréciation des familles en France. Et également de le souhaiter, puisqu'il ne s'agit en aucun cas, c'est une possibilité et non une imposition. Je le rappelle que malgré ce qu'il y a écrit dans la presse et malgré l'usage que parfois même les professionnels peuvent faire, il ne s'agit absolument pas d'une levée de l'anonymat, puisque les personnes qui donnent et les personnes qui reçoivent restent anonymes et ne se connaissent pas. Le changement de système est intervenu au 1er septembre 2022, il y a quelques semaines, mais il y a un report à une date ultérieure que l'on ne connaît malheureusement pas encore, avec une période de transition en vue de l'applicabilité à 100%. C'est ce qu'on appelle le concept de changement de cuve. Depuis le 1er septembre 2022, l'ensemble des procédures pour les personnes qui donnent se fait en plein accès aux origines. Par contre, la réutilisation, notamment des gamètes, spermatozoïdes et des embryons, peut se poursuivre en dehors de l'accès aux origines afin de pouvoir utiliser, de pouvoir réimplanter l'ensemble des spermatozoïdes et des embryons notamment qui sont actuellement cryoconservés à visée de don. Je mentionnerai la CAPAD
qui est la commission en charge au niveau du ministère de la Santé de mettre en musique ça. Ces dispositions où siègent bien entendu des représentants des associations, des usagers et des représentants des professionnels. L'accès aux origines, c'est deux formulaires à signer, un formulaire d'acceptation donc du don, donc formulaire de consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes aux personnes majeures, un consentement qui est très spécifique et qui est réglementaire, c'est-à-dire que le consentement n'est pas fait par tel ou tel centre, il est imposé pour une raison d'homogénéité et des pratiques par un texte réglementaire. Deuxième formulaire qui est signé également par les personnes qui donnent, c'est le formulaire de collecte donc de l'identité et des données non identifiantes de la personne, des personnes qui donnent, qui spécifie l'âge au moment du don, le pays de naissance, la situation familiale et professionnelle au moment du don, les caractéristiques physiques, l'état général au moment du don et la motivation du don avec un certain nombre d'items figés et un texte libre. Enfin, je terminerai pour rester dans les temps, il me reste 3 minutes, je parlerai de l'autorisation donc des centres, qui est un sujet professionnel et un sujet syndical, et donc de l'avancée vers une éventuelle PMA pour tous les centres, comme nous sommes beaucoup à l'appeler. Les autorisations cliniques, alors j'ai pris l'exemple du Grand Est, donc les autorisations cliniques recouvrent un certain nombre d'items, la ponction dans le cadre donc du don, le prélèvement chirurgical de spermatozoïdes, les transferts embryonnaires et l'accueil d'embryons. Si l'on s'intéresse aux autorisations biologiques, les autorisations biologiques concernent bien entendu l'insémination intra-utérine, encore appelée insémination artificielle dans ces documents, la fécondation in vitro, et les différentes mises en pratique biologiques des dons. Je m'attacherai surtout à parler donc, puisque c'est ce qui est le plus débattu en ce moment, sur l'autorisation pour la conservation à usage autologue des gamètes et des tissus germinaux, qui, dans le cadre médical historique, n'était pas dévolu à un secteur de soins particulier, c'est-à-dire qu'il pouvait être y compris réalisé dans les secteurs privés lucratifs. Je prends l'exemple du centre privé d'Épinal, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Nancy, qui est un centre privé à but lucratif qui est donc autorisé, un centre clinico-biologique d'AMP qui est autorisé pour la fécondation in vitro, qui correspond à un centre isolé dans son département, dans le département des Vosges. Il n'y a pas de centre public dans le département des Vosges. Là, vous voyez qu'actuellement, il n'y a pas d'autorisation historique pour la conservation de gamètes à usage autologue, donc pour la cryoconservation dite médicale. Mais si cette cryoconservation dite médicale était existante, il pourrait demander également, le moment venu, une autorisation pour la cryoconservation de gamètes dite sociétale. Donc les autorisations, elles sont encore tout dévolues à l'arrêté de février 2007, donc qui définit l'ensemble des documents de dossiers à fournir par les centres clinico-biologiques d'AMP en vue de telle ou telle autorisation clinique ou biologique, mais également dévolues au schéma régional de santé. Le dernier, là j'ai pris l'exemple des Hauts-de-France, donc 2018-2023, qui vont être revus donc sur 2023, et donc c'est bien cette année. Je prends l'exemple donc toujours de la conservation à usage autologue des gamètes et préparation et conservation à usage autologue des tissus germinaux. On a un objectif quantifié au niveau des ARS, d'implantation actuelle, d'implantation cible, et en général, l'écart permet d'obtenir de nouvelles autorisations. Donc il y a déjà un contexte législatif, un contexte réglementaire, un contexte donc, comme on l'a vu,
sur les SROS et donc les autorisations qui sont prévues par les ARS. La PMA pour tous les centres correspond, c'est ce que nous pensons au Saint-Goff, à une situation ubuesque avec une ségrégation du secteur privé lucratif, exactement comme c'est le cas dans le cadre de l'organisation du don. Il doit avoir un travail professionnel et syndical important à mener dans ce cadre, et notamment dans le cadre de la révision des SROS 2023. Le Saint-Goff s'est engagé sur cette thématique et est en train de préparer des conseils pratiques pour aider les centres dans leurs actions. Le take-home message avec un petit escargot pour montrer la vitesse avec laquelle avance la France sur ces thématiques par rapport à ses voisins européens. Ce qui est autorisé de nouveau, la PMA pour toutes, l'autoconservation dite sociétale des gamètes, l'accès aux origines à 100% pour les personnes qui donnent, mais actuellement pas à 100% pour les personnes qui reçoivent, date encore inconnue, le double don de gamètes. Mais les délais de prise en charge à la consultation, à l'acceptation du dossier, à la tentative d'AMP avec gamètes ou embryons issus du don, sont malheureusement encore très forts. Ce qui n'est pas encore clair, la PMA pour tous les centres, on a vu que pour la conservation autologue de la cryoconservation dite sociétale de gamètes, il y avait un amendement qui autorisait les centres privés lucratifs isolés, mais quid de tous les autres centres privés dits non isolés, notamment dans des secteurs où les demandes sont très très importantes, comme en Île-de-France. Quid de l'application des centres privés dans l'organisation du don, qui reste encore interdit. La ROPA, dont la non-légalité n'est pas encore complètement claire pour tous, la réutilisation des gamètes pour les personnes transgenres, avec l'importance des différentes jurisprudences. Ce qui ne change pas, le maintien de l'anonymat dans le don, l'interdiction du don dirigé et de la coparentalité, la possibilité du secret, l'explication aux enfants issus du don étant laissée aux soins des familles, l'interdiction du PGTA ou de diagnostic donc préimplantatoire des aneuploïdies, l'interdiction de la PMA post-mortem et l'interdiction du don de gestation ou GPA. Merci beaucoup. Vous retrouverez mon contact personnel ainsi que le mail du Saint-Goff. Bon, s'agissant d'un enregistrement, on peut difficilement établir un dialogue, mais enfin, j'ai une certaine expérience de l'AMP, et donc si vous avez des questions, on est prêt à essayer d'y répondre. Pas de questions? Sur la levée de l'anonymat, je n'ai pas bien compris ce que la loi autorise ou n'autorise pas. On donne l'identité du donneur. Alors, bonne question, parce que c'est effectivement un problème qui est... Donc, j'ai essayé de résumer le problème. Avant la révision des lois de bioéthique, il y a une chose qui est importante aussi, qui a été conservée, à mon sens, c'est fondamental, c'est la gratuité du don. Alors, on a maintenu l'anonymat et la gratuité du don qui était en vigueur jusqu'en 2022. À partir de 2022, on a autorisé l'accès aux origines et donc une certaine levée d'un certain anonymat. C'est-à-dire que les enfants issus d'un don, qui soient issus d'un don de spermatozoïdes ou d'un don d'ovules, peuvent à leur majorité avoir ce qu'on appelle des données non identifiantes, c'est-à-dire la profession, l'âge, des choses qui ne sont pas identifiantes du donneur ou de la donneuse. Ça, c'est acquis. Deuxièmement, on peut avoir accès à des données identifiantes. C'est là où les problèmes se posent. C'est-à-dire que pour avoir accès à des données identifiantes, il faut que le ou la donneuse, au moment du don, délivre une autorisation. Cette autorisation est conservée par l'Agence de la biomédecine et l'Agence de la biomédecine doit les conserver. C'est assez drôle d'ailleurs parce que c'est spécifié dans la loi pendant 120 ans. Alors, donc, à 18 ans, les jeunes issus de dons peuvent demander un accès à condition que le donneur ait autorisé à ce qu'on
n'identifie le fameux donneur. La question se pose de la période transitoire où les gens ont déjà donné et où la loi a changé. Donc là, on remonte aussi jusqu'aux origines du don et on demande au donneur s'il est ou non d'accord pour qu'on délivre des données identifiantes. Et s'il n'est pas d'accord, les spermatozoïdes sont détruits. C'est très simple. Et s'il est d'accord, eh bien, la procédure suit son cours. Et pour les nouveaux donneurs, là, on leur donne le choix de laisser l'accès aux données identifiantes. Alors, il y a un autre aspect de la loi de bioéthique, on n'est pas dans l'AMP, mais qui est fondamental et qui, bon là, c'est encore un sujet pour faire un très grand débat, voire un congrès entier, c'est l'accès aussi aux données génétiques, puisque maintenant, on peut avoir des données génétiques extrêmement importantes, y compris chez des sujets qui ont eu des recherches génétiques, des séquençages d'exomes, et de plus en plus, on va avoir accès à des données génétiques qui permettront de poser un certain nombre de pronostics sur l'évolution des individus. Et là, tout n'est pas réglé, tout n'est encore pas absolument défini, mais les questions sont sur le tapis. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est maintenant autorisé à donner à des familles de personnes décédées des données génétiques sur un séquençage de l'exome, y compris si on a découvert une maladie pour laquelle la demande génétique n'a pas été faite. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire des 200 000 embryons congelés ? Ah, c'est la crise du logement un jour ou l'autre, parce qu'il n'y aura plus de place. Un vrai problème, puisqu'on n'a pas non plus vraiment réglé le problème de la recherche sur l'embryon. En gros, les propriétaires, enfin les géniteurs des embryons, ils ont le choix entre plusieurs solutions. L'arrêt de la conservation, on ne dit pas la destruction, on arrête simplement de les conserver. C'est une première chose. Le don des embryons à des couples receveurs. Et ils ont aussi le choix d'accepter de la recherche sur l'embryon. Il faut savoir, ça, Michael ne l'a pas dit, mais que dans les années 1980, la France était classée dans les 3-4 pays les plus innovants et les plus en avance en matière d'AMP dans le monde. Aujourd'hui, on est, je crois, les 18e en Europe. Parce qu'il n'y a pas de recherche sur l'embryon, parce qu'on a bridé, à cause des lois et d'un certain nombre de réticences, l'évolution de l'AMP, et donc on a pris énormément de retard. Donc vous avez compris qu'il y a un problème important que Michael Agopians, tout en étant chef de service d'un service du public de Nancy, porte, c'est-à-dire l'accès au système privé pour la conservation des gamètes, qu'elles soient médicales ou sociétales. Donc c'est toujours en gros impossible, avec des côtés totalement ubuesques, de beaucoup de gens du public qui s'opposent à ce que le privé vienne, en particulier dans notre région lyonnaise, avec des retards, des délais considérables, et une volonté que le public garde l'exclusivité de cette demande nouvelle, alors que même déjà avant cette loi, il était en souffrance pour pouvoir servir tout le monde. Donc c'est absolument grotesque, et donc on reste au système, c'est les riches qui s'en vont en Espagne ou en Belgique et qui résolvent leurs problèmes, et les pauvres ne seront pas soignés. Oui. On n'entend pas. J'avais deux questions par rapport à la levée de l'anonymat. Les donneurs sont obligés maintenant d'accepter de donner leurs données identifiantes? Non. Ah si, maintenant si. À partir de septembre 2022. Oui, mais ils ont le droit de refuser de donner. Ah, mais du coup, ils donnent pas. Ben voilà. Ouais. Et alors, de façon très paradoxale, moi j'ai évidemment pensé
Là, on sort du cadre purement médical. J'ai immédiatement pensé que le fait d'avoir accès aux données identifiantes allait poser des problèmes de recrutement. Il y a déjà des délais considérables et extrêmement peu de donneurs. Et très paradoxalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et il y a de plus en plus de donneurs. Et il semble que, alors, je n'avance pas, hein, on n'a pas les statistiques, mais il semble que le nombre de donneurs est très largement augmenté, parce qu'il y a un certain nombre d'homosexuels ou de couples homosexuels masculins qui donnent des spermatozoïdes en étant conscients que leurs données identifiantes peuvent être délivrées dans 18 ans. Enfin, 18 ans et 9 mois, s'il n'y a pas de prématuré. J'avais juste une autre précision. Je dis ça, pour éviter des soucis, je dis ça de façon purement anecdotique et pas du tout critique ou avec jugement. Par rapport à l'âge pour la préservation sociétale, c'est 37 ans. L'âge des 37 ans ou 37 ans révolus? C'est 37 ans révolus. Donc 37 ans et 11 mois et 30 jours, quoi. Non, c'est 36 ans et 365 jours. Ouais, ok. Ben voilà, c'est tout. Bon, on va passer à l'autre sujet. Alors, le Saint-Goff s'intéresse beaucoup aux évolutions des prises en charge et des soins et des réseaux. Donc, on remercie Mathieu Poilblanc, qui est gynéco-obstétricien, enfin gynécologue à Lyon, en libéral, et qui est une des chevilles ouvrières du réseau Andorra sur la prise en charge de l'endométriose. Il va vous exposer cela. Donc c'est la prise en charge à la lyonnaise et il a une grosse part dedans. Merci beaucoup au Saint-Goff de m'avoir convié aujourd'hui. Je vais essayer d'être assez synthétique pour que vous puissiez poser des questions, qu'on finisse pas trop tard. J'ai beaucoup appris des 2 premières présentations, donc c'était parfait qu'on prenne un peu plus de temps. Alors, toujours ravi de parler des réseaux de prise en charge de l'endométriose. Je vais vous faire part un peu de l'expérience lyonnaise, mais clairement maintenant c'est l'expérience nationale de beaucoup de réseaux. Et là je parle un petit peu, pas au nom des autres parce que je ne les ai pas sollicités, mais on fait un peu tous la même chose dans les régions. Il n'y a pas que Andorra et l'Auvergne-Rhône-Alpes qui fait bien, en tout cas je le pense. Alors l'idée c'est de vous donner des choses très pratico-pratiques pour les réseaux de soins en endométriose dans nos régions. On doit passer comme ça, je pense. Voilà, vous le savez, ce n'est pas une nouvelle. Pour l'endométriose, il y a eu de nombreuses annonces gouvernementales, et notamment celle de 2022 avec notre président, celle de 2019 avec Agnès Buzyn. Il y a des cadrages très clairs sur comment organiser les soins en endométriose dans les régions, notamment par la DGOS, les ARS. Depuis quelques années, on a les nouvelles recommandations du CNGOF-ARS sur la prise en charge de l'endométriose. Donc, vous voyez, les choses bougent au niveau cadrage institutionnel. Et puis les choses bougent, et j'enfonce des portes ouvertes, mais vous le savez, parce que nous-mêmes, professionnels, médecins, sages-femmes, gynécologues, etc., ont envie de faire bouger les choses, et on a envie de faire bouger les choses avec les associations de patientes qui sont clairement, on va dire, une aide extrêmement importante pour l'évolution et la création de ces réseaux. Donc lorsqu'on a dit tout ça, lorsqu'on a dit il faut faire bouger les choses, il faut avancer, il faut optimiser les soins, il faut améliorer la prise en charge de l'endométriose dans les régions, eh bien comment ça se passe et comment ça a pu être mis en place? Ça a pu être mis en place parce que derrière, il y avait des objectifs. Il faut améliorer la prise en charge, il faut réduire très clairement les délais d'accès aux soins et de consultation. Et une des choses les plus importantes, c'est d'améliorer la pertinence et l'efficience des soins. En gros, je suis une patiente qui a de l'endométriose, un problème de fertilité. Je ne vais pas aller voir un chirurgien, un spécialiste de la fertilité. Et si j'ai besoin d'être opéré, ça ne sert à rien que j'aille voir un spécialiste de la fertilité ou un gynécologue médical qui va juste me donner un traitement médical, comme par exemple moi. Donc évidemment, l'efficience et la pertinence des soins, c'est extrêmement important pour améliorer un réseau de soins. Et clairement, et ça c'est, on va dire, la raison d'être des réseaux, c'est d'harmoniser nos pratiques, de se fédérer, de parler un peu à l'unisson. Et pour reprendre les paroles de Pierre-Adrien Bols, gynécologue aux Hospices civils de Lyon, c'est pour diminuer l'amateurisme et l'improvisation. On fait les choses bien lorsqu'on les fait souvent en équipe et souvent en discutant des dossiers les plus difficiles. Alors les réseaux, depuis quelques années, ils sont en construction. Certains sont matures, certains sont en devenir, certains sont en construction. Et l'idée, eh bien, c'est dans chacune de nos régions d'avoir une belle filière de soins
intelligente pour la prise en charge de l'endométriose. Quand on veut faire un réseau et qu'on veut finalement fédérer des gens qui s'occupent là de l'endométriose, eh bien, il faut bien partir de quelque chose. Et quand on fait un réseau, on a tous fait ça, que ce soit en Andorra, que ce soit à Rouen, que ce soit dans d'autres villes et dans d'autres régions, eh bien, on regarde qui connaît l'endométriose. Donc, on s'adresse d'abord aux experts. Pour faire un réseau, on s'adresse aux experts. Et là, j'ai essayé de rester extrêmement pratico-pratique pour être assez rapide et clair, mais on pourrait parler des démarches administratives, de ce qu'il faut faire au cadrage ARS, des documents administratifs qu'il faut remplir. On laisse ça de côté, parlons du pratico-pratique. Donc les experts, bien dans l'endométriose, vous savez que les experts, c'est assez facile. C'est ceux qui ont déjà des groupes constitués et on parle déjà depuis plusieurs années en RCP pour les questions d'endométriose. Donc quand on cherche des experts, il y a juste à regarder ceux qui font des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire. Et puis on va faire une publicité pour le réseau en disant si vous êtes intéressé par l'endométriose, venez dans le réseau. Et là c'est très important, réseau ouvert, c'est-à-dire qu'on est ouvert, privé, public, avec une volonté de ne pas commencer à faire un système pyramidal de « Ok, venez à nous, dans notre CHU, on va gouverner les choses ». Pas du tout, c'est l'idée. On fait un réseau de soins. Il y a en privé, en public, en ville et à l'hôpital des gens qui sont très bien formés sur l'endométriose et on se met ensemble autour d'une table. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a fédéré les talents, pour reprendre l'expression d'Horace Roman à Rouen. Eh bien, on a fédéré les talents, d'où qu'ils viennent, autour d'une table. Avec cette question, on y reviendra rapidement. C'est qu'est-ce qu'un expert endométriose? Est-ce qu'il faut avoir fait des diplômes? Est-ce qu'il faut avoir suivi des DPC, des DU? Est-ce qu'on est validé par le Conseil de l'Ordre avec une validation des acquis, etc., etc. Clairement, il n'y a pas actuellement de définition claire d'un expert. Et donc, c'est certainement un écueil, mais l'idée, c'est d'accepter tout le monde dans les réseaux. Donc, premièrement, quand on veut faire un réseau, on va regarder qui est expert et puis on va les mettre ensemble. Nous, on a décidé, à Andorra, d'autres régions ont fait différemment. À Andorra, on a dit, OK, on est ouvert, je fais de l'endométriose, j'ai envie d'aller dans le réseau, je vais dans le réseau, je m'inscris, je signe une charte qui dit, OK, je m'engage, je vais me former pour l'endométriose, ou je vais continuer à me former, je vais aller à des congrès, etc. Et puis, cette charte, eh bien, elle est un peu opposable en disant hey, vous avez signé la charte, il faut venir au RCP, il faut participer au RMN, il faut participer à des congrès, en disant je continue à me former pour l'endométriose. Il y a d'autres régions comme Andobreuse en Bretagne, eh bien ils ont choisi eux de faire un QCM de quelques questions. Vous remplissez le QCM, c'est pas si mal que ça, vous avez, on va dire, une sorte d'accréditation, je le fais rapide, pour devenir expert. C'est aussi une autre idée très pertinente, parce que là on vérifie très clairement sur la base de QCM les connaissances de l'expert, mais vous voyez, chacun fait un petit peu comme il veut en région, parce qu'il n'y a pas de cadrage très clair sur ça. Donc 1, on regarde les experts. 2, on regarde, est-ce qu'il y a des centres? Et là on pourrait en parler pendant très très longtemps. Les centres, c'est très difficile à définir, c'est-à-dire ces experts. Ensuite, on les met dans des centres qui traitent de l'endométriose. Vous savez qu'actuellement, il y a certaines idées de quotas, qui peut faire une endométriose qui touche tous les compartiments, moins de compartiments, qui est superficielle, profonde, etc. Pour le moment, les experts, on les entend dans des centres, pour certains. Mais par exemple, moi, je suis dans un cabinet, alors c'est sûr que je suis un peu hybride, je travaille à Lyon-Sud dans un centre expert, mais j'ai aussi un cabinet en ville où je pourrais très bien être expert isolé dans mon centre. Ce qu'on a dit, c'est qu'en gros, un centre expert, c'est un centre qui est capable de faire une RCP. Et donc forcément, si on a une RCP, on a comme un groupe, on a un quorum de spécialistes. Et donc ça permet bien d'avancer et de pouvoir s'occuper des patients. Donc des experts et des experts qui travaillent au sein de centres experts. Et puis alors là, c'est certainement le plus difficile et c'est le challenge qui nous intéresse tous à l'heure actuelle, c'est que, OK, on fait un réseau. Si vous discutez réseau avec la DGOS et les ARS, on vous parle de niveau 1, 2, 3, 4, 12, 2B, etc., tout ce que vous voulez, j'exagère. Mais en fait, l'idée, elle est simple. En pratico-pratique, dans notre vie de tous les jours, il y a des experts et puis il y a des professionnels géographiquement proches des patientes qui souffrent de dysménorrhée et qui ont possiblement une endométriose. Eh bien, ce sont les membres, les acteurs du premier niveau des soins primaires de proximité géographique. Et qui sait ? Eh bien, c'est les médecins généralistes, c'est les gynécologues de ville, qu'ils soient gynécologues obstétriciens ou gynécologues médicaux, et les sages-femmes. C'est les professionnels au plus proche des patientes qui vont les recevoir en premier pour leur plainte, la dysménorrhée, est-ce que j'ai de l'endométriose ou pas, ou pourquoi est-ce que j'ai mal, etc. Donc, avec une prise en charge. Et donc, si c'est facile de trouver des experts, parce qu'il y a les RCP qui sont déjà en place, parce qu'on sait que tel professeur est super fort en endométriose, etc., ça c'est facile.
surtout si ensuite on les a un petit peu rassemblés ensemble. Mais trouver des médecins, des sages-femmes de premier niveau, proches des patientes, ça c'est plus compliqué. Donc il faut partir à la pêche. Alors il a fallu informer, on l'a fait dans notre région et ils le font dans d'autres régions. Il a fallu dire à tout le monde, ben, il y a un réseau qui existe, si vous êtes intéressé, non pas parce que vous êtes expert, mais si vous êtes intéressé pour prendre en charge les patientes atteintes de dysménorrhée, eh bien venez dans le réseau. Nous, ce qu'on a choisi en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de faire une grande plaquette d'information, c'est celle qui est au milieu. On a fait une plaquette recto-verso, plastifiée, dure, difficile à déchirer, dans une enveloppe, et on a envoyé ça aux quasiment 25 000 professionnels de santé en Auvergne-Rhône-Alpes, sages-femmes, pédiatres, radiologues, urgentistes, gynécologues bien entendu, médecins généralistes, pharmaciens. On a envoyé ça largue à Manu et on a permis de faire plusieurs choses. D'une part, de former les gens sur l'endométriose, parce que la plaquette, elle est recto-verso, j'ai juste mis le verso là, mais au recto, il y a tous les bons réflexes dans l'endométriose, et ça a permis de dire aux gens, ben voilà, vous recevez une plaquette, si vous voulez adhérer au réseau, bienvenue, c'est un peu une plaquette publicitaire, très clairement dans le bon sens du terme, pour informer sur les réseaux. Et si vous voulez toucher le plus grand nombre, eh bien, là, on est passé par le média des ARS, de l'URPS médecin, de l'URPS sage-femme qui nous a beaucoup aidé, et puis des CPTS. Donc, en gros, tout simplement, on est allé au plus proche des patientes géographiquement en disant, ben voilà, il y a un réseau, il est ouvert. Si vous êtes intéressé par la prise en charge de l'endométriose et des dysménorrhées des patientes autour de chez vous, eh bien, faites-vous connaître. Évidemment, il y a des limites et des écueils à la création d'un réseau. Les experts, je vous l'ai dit, qui est vraiment un expert en endométriose? Écueil numéro 2, pour le premier niveau, quelle est, et là je vais laisser ça à votre réflexion, quelle est la motivation à rentrer dans le réseau? Je referme la réflexion. Quand on rentre dans le réseau, il faut être formé, il faut se former, il faut former les autres, et il faut avoir donc du temps. Et puis, il y a deux choses qui reviennent régulièrement, et là, on va juste prendre 10 secondes sur ça parce que c'est intéressant pour les gynécologues de ville, c'est qu'il y a un non-sens très clairement. Et c'est le non-sens du friendly. Vous avez certainement dû entendre parler de ça il y a plusieurs années. On demandait, est-ce que vous êtes HIV friendly? En gros, est-ce que vous êtes un gynécologue qui acceptait de voir des gens atteints de HIV? Putain, ça n'a pas de sens. Ils sont malades, on s'en moque, on les reçoit. Est-ce que je suis un gynécologue OPK friendly? Ça n'a pas de sens, c'est mon métier. Est-ce que je suis un gynécologue qui est endométriose friendly? C'est mon métier. Je ne vais pas crier sur tous les toits en tant que gynécologue médical que je veux bien recevoir des patientes qui ont une suspicion d'endométriose. Et donc, évidemment, ce non-sens du friendly, il est important parce que quand on crée un réseau, on peut mettre des experts gynécologues, pas de souci. On peut mettre des médecins généralistes, des sages-femmes qui vont dire « Ok, moi, je suis sage-femme ou je suis médecin généraliste, j'aime bien la gynécologie. Ok, ben moi, s'il y a des patientes qui, autour de moi, sont envoyées par mon CPTS pour dire « j'ai des dysménorrhées », je vais les recevoir. Mais si je suis gynécologue, naturellement, je suis dans le réseau. Et c'est là où il y a un petit gap qu'on essaie de faire passer au gouvernement et à la DGOS en leur disant les gynécologues sont à tous les niveaux de la prise en charge et naturellement, ils sont au niveau 1 parce que souvent, ils ont une proximité géographique avec leurs patientes. Et il faut arrêter de penser que le fameux parcours de soins est respecté. Très clairement, jamais on reçoit des patientes qui arrivent dans notre cabinet avec une lettre du médecin traitant. Ça arrive de temps en temps, certes, mais c'est souvent des patientes qui viennent directement et elles n'ont pas fait de parcours de soins. Elles sont venues directement sur leur gynécologue parce que c'est géographiquement proche d'elles et puis c'est leur façon de faire. Donc le non-sens du friendly, ça veut dire que finalement, on n'aura pas beaucoup de gynécologues qui vont s'investir dans un premier niveau, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que c'est naturel pour eux. Et puis l'effet scopophobie-like, alors ça je l'ai créé, mais la scopophobie, et ça c'est quelque chose que l'on ne veut pas à l'heure actuelle, en tout cas que beaucoup m'ont dit, pas forcément moi, mais beaucoup m'ont dit, la scopophobie, c'est la peur d'attirer l'attention à soi. Et ça c'est un gros problème parce que ça on en discute beaucoup, médecins généralistes et gynécologues, on est submergé. Donc il est évident que si on commence à créer un site internet en disant voilà les experts et voilà tous les membres du premier niveau qui sont à côté de chez vous. Vous avez un problème de dysménorrhée, cliquez là, vous avez la liste, vous allez voir. Mais les gens nous disent moi je veux bien être dans le réseau, mais alors surtout je n'apparais pas sur l'annuaire. Parce que si j'apparais sur l'annuaire, je vais avoir énormément de patientes qui vont arriver. C'est pas par méchanceté, c'est juste que, moi exemple personnel, dans mon cabinet on était 4, on n'est plus que 3, délai 1 an. Vous prenez un rendez-vous, c'est 2024 avec toutes les places prises. Donc forcément, on ne peut pas se mettre en devanture, entre guillemets. Donc il y a clairement une volonté des professionnels d'être dans des réseaux, de faire bouger les choses, mais il y a des freins.
Le frein, un peu naturel de dire, bon, c'est pas rien que j'aille dans le réseau, parce que moi, quand on vient me voir pour une dysménorrhée, je suis gynécologue, je m'en occupe. Et puis, la deuxième frein, c'est que, oui, je veux bien, mais j'ai tellement de délais. Et ça, c'est quelque chose qui est un retour des sessions de patientes qui nous sont fait régulièrement en disant, vous êtes inscrit dans le site, mais quand on veut prendre un rendez-vous avec vous, c'est pas dans 3 mois, c'est dans 6 mois, 8 mois et maintenant 1 an. Eh bien, l'idée, c'est qu'effectivement, on ne peut pas. Parce qu'on a énormément de patientes. Et puis après, il faut connecter tous ces gens-là. Et là, je vais finir pour passer très vite, puisqu'on plutôt s'il y a des questions. Donc, des experts, des membres de premier niveau, difficulté pour les réunir, mais l'idée, c'est d'embarquer tout le monde. Et puis, finalement, d'arriver à connecter tout le monde. Alors, si on est simple, pour connecter tout ça... On arrive. Et donc, pour finir, pour arriver à connecter tout le monde, eh bien, on a plusieurs médias. Premièrement, les RCP. Forcément, quand on met les gens ensemble autour d'une RCP, premier niveau ou expert, on fait de la formation et finalement, ça fait un effet boule de neige très prometteur pour un réseau. Deuxièmement, ce sont des congrès communs. On a fait à Andorra un premier congrès commun en fin décembre. On avait loué une petite salle. On s'est retrouvé à refuser du monde. On a fini à 200 alors que c'était bridé à 150 avec pratiquement 70 personnes qui n'ont pas pu s'inscrire. En gros, on voit que ça fonctionne, que les gens ont envie d'adhérer au réseau. Donc, en faisant des congrès, eh bien, on va mettre ensemble experts et premier niveau pour qu'ils travaillent ensemble. Une newsletter pour informer les gens, je vais très vite. Le site internet, j'ai bientôt fini. Le site internet, ça va être la pierre angulaire d'un réseau parce qu'à l'heure actuelle où on est submergé de détails administratifs, et je rigolais tout à l'heure en parlant du traçage, parce qu'on fait qu'écrire. On a plein de documents dans tous nos dossiers, beaucoup de choses qui ne sont non médicales. Eh bien, à cette heure-là, eh bien, il faut essayer d'avoir des choses simples. Je suis une sage-femme, je suis médecin généraliste, je vois une patiente, je pense qu'elle a une dysménorrhée, je clique sur le site Andorra, je mets son adresse, ça me donne l'expert à côté de lui, ou le médecin non expert mais qui va pouvoir la recevoir en tant que gynécologue par exemple. Et donc ça, le site internet doit être très bien fait et on en a tous conscience que ce soit à Andorra, en Auvergne-Rhône-Alpes ou que ce soit dans d'autres régions pour que les sites soient de mieux en mieux faits pour qu'on y trouve rapidement l'info et qu'on gagne réellement en efficacité dans nos consultations. Et je finirai par ça, la philosophie de nos courriers d'adressage, on parlait tout à l'heure des lettres de médecins traitants et des APC, la philosophie de nos courriers, elle doit se modifier. À la fin d'une consultation, ça ne peut pas être juste « voilà ce qu'on a fait aujourd'hui ». Parce que quand on est expert et qu'on répond à une sage-femme ou un médecin généraliste ou un gynécologue de ville qui nous a posé une question, il faut aussi anticiper la suite en disant « ok, voilà ce que je pense, on peut lui donner tel traitement, si ça ne marche pas, voilà le plan B ou voilà le plan C ». Parce qu'en centre expert, on ne peut pas tout gérer. Donc, il faut avoir une bonne connivence avec le premier niveau en disant voilà, mon courrier, ce n'est pas juste ce que j'ai fait aujourd'hui, mais dans l'année qui vient, voilà ce qu'on pourrait faire, et puis je la reverrai dans un an et demi. Et ça, c'est important parce que finalement, ça permet de former les gens aux différentes étapes et de redonner une certaine autonomie pour les patientes qui ne vont pas faire des kilomètres et des kilomètres pour venir tous les 6 mois en centre expert, alors qu'elles ont une sage-femme qui s'occupe d'elles ou un médecin traitant qui peuvent s'occuper d'elles. L'annuaire, c'est le site internet. Les labels, ça passons. Donc voilà, je suis allé un peu vite, je m'excuse, mais je sais bien que le temps était court. Mais l'idée simple en conclusion, c'est qu'un réseau, s'il veut fonctionner, c'est qu'il faut qu'il soit ouvert, premier niveau et expert, que tout le monde soit connecté par les outils que l'on a actuellement. Je vous remercie beaucoup. Je vous écoute. Comment ça se fait que Pôle emploi a partagé avec vous le réseau? Il y avait le logo. C'est parce que je suis allé vite. Parce que c'est parce que j'avais fait une petite blague, une boutade, mais j'ai enlevé mes petites blagues pour aller plus vite. Mais c'est vrai qu'on s'est transformé clairement en Pôle emploi. On n'a pas appelé Pôle emploi, bien sûr, mais on s'est transformé en Pôle emploi parce qu'on a été chercher le maximum de talents, comme diraient nos confrères de Bordeaux. Et clairement, ça a été ça. C'était de dire, mais parce que les experts, c'était très facile de fédérer les experts. Mais par contre, les gens de premier niveau, pour tous les écueils dont je vous ai parlé, c'était un peu compliqué. Puis après, il fallait leur expliquer. Or, faire de la pub, dans le bon sens du terme, pour un réseau, c'est complexe, quoi. Il y a le courrier, les adresses mail. Nous, pour la petite histoire, l'ARS nous a aidés. Elle nous a donné toute la liste, toutes les adresses des sages-femmes, pédiatres. Mais il y en avait qui étaient décédés, il y en avait qui avaient déménagé, il n'y avait rien à jour. Ça nous a coûté juste 2 000 € pour que la Poste fasse un nettoyage.
Donc il a vraiment fallu, ça a pris beaucoup de temps, ça n'a pas été du jour au lendemain, on claque des doigts. Moi je suis toujours effaré de recevoir des lettres des laboratoires par exemple qui envoient à tous les médecins. Je me dis, où est-ce qu'ils ont ce listing merveilleux de tout parfait avec l'adresse nickel? Là nous on en a un peu bavé. Et la deuxième remarque et partage, c'est que les réseaux ont été interdits par l'ordre des médecins pendant très longtemps, c'était de la dichotomie. Et on a aujourd'hui, je suis attaqué pénalement par une association de patients qui reproche justement le réseau. Le réseau aujourd'hui, il est conseillé pour l'endométriose, il est conseillé pour la chirurgie bariatrique et il est assimilé à de la dichotomie, c'est-à-dire qu'on partage des patients dans un réseau, ils ne sortent pas du réseau, ils n'ont pas le choix nécessairement d'aller ailleurs. Et c'est un équilibre, je trouve, très difficile entre une volonté de bien faire dans une pathologie compliquée et un risque déontologique qu'on essaiera de contourner, où on nous reproche d'avoir envoyé les gens dans le réseau, parce que le réseau, il y a une vraie compétence, et de ne pas avoir proposé aux patients d'aller voir tous les autres qui sont de la même spécialité. C'est vrai, après, la philosophie, elle est faite pour aider. Donc, à un moment donné, il y a un terreau fertile d'aider, quoi. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que, on pourrait en parler pendant longtemps, mais beaucoup de patientes font un nomadisme, où elles voient quasiment... Il y a des patientes, on les présente en RCP, oh, je l'ai vu la semaine dernière. Ah bon, voilà. Donc, et ça, c'est très souvent. Et quand on regarde, par exemple, nous, à Lyon, on a plusieurs hôpitaux universitaires. On est tous reliés au même logiciel. On a des patientes qui voient l'équipe expert endométriose de la Croix-Rousse, qui arrive 15 jours plus tard à Lyon-Sud. On a déjà tout leur historique, toute leur histoire, et elles sont déjà étonnées. Ah, mais vous connaissez déjà... Ben oui, j'ai tout. Vous avez vu mon confrère la semaine dernière, il y a 15 jours. Bon, et on est là, on leur dit, ah mais non, mais attendez, mais un deuxième avis, c'est toujours très bien, c'est ce que vous avez dit, c'est parfait, on va discuter, et peut-être que je n'aurai pas le même avis que le premier, mais ce que je veux dire, c'est que les patientes, elles n'attendent pas pour voir d'autres médecins. Mais je comprends qu'effectivement, il pourrait y avoir une sorte de fléchage comme obligatoire, mais c'est pas... Et puis, dans l'endométriose, je finirai quand même, c'est des patientes qui ont un lourd vécu, des longues histoires, et qu'à un moment donné, quand on leur dit, écoutez, votre IRM, il faudrait la faire vraiment dans ce centre-là parce que j'ai bien confiance, bah, c'est ça, il y a un échange, puis, ok, bah, je vais aller voir dans ce centre-là, et puis j'ai aussi confiance parce que vous avez confiance. C'est pas juste un... Il y a quand même nos patientes, on les suit, dans l'endométriose, on va les suivre pendant 10-15 ans, quoi, même plus. Donc, il y a une sorte je pense, j'espère, d'intelligence dans le réseau qu'on leur propose. Mais bon. Bertrand ? Alors très simplement, rapidement, pour le financement, on a demandé, on a eu une aide de l'ARS qui nous a dit, donnez-nous un budget. On a fait ce qu'on appelle, en fait, on est devenu un DSR, dispositif spécifique régional. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes une association, un réseau de lutte contre l'endométriose. Vous déposez un dossier DSR, vous devenez le dispositif régional spécifique pour la région pour s'occuper de cette pathologie. Quand vous êtes DSR, vous pouvez demander un FIR, Fonds d'investissement régional. On a demandé un FIR avec un budget. On a dit, voilà, c'est tel budget. Et ils ont regardé, ils ont passé ça en commission, ils nous ont donné le budget. Bertrand ? Donc, merci Mathieu. C'est très intéressant pour moi qui travaille en Île-de-France. Dans l'Est, la deuxième couronne de la banlieue, j'ai vu arriver un document un peu comme le tien qui présentait la structure du réseau, enfin le président, le vice-président, les 3 établissements qui chapeautaient ça. Et depuis, no news, j'ai beau écrire, ça répond jamais. Ça reste, comme tu dis, en construction probablement. Pourtant, des endométrioses, j'en vois beaucoup. Je suis plutôt du niveau N, même si je les vois. Et je demande et je n'ai pas de réponse. Donc, il y a probablement différentes expériences. Je suis aussi un responsable de l'URPS en Île-de-France et il se pose aujourd'hui la question dans nos exercices coordonnés des équipes de soins spécialisés. Et je me demande, et je voudrais te poser la question, moi je vois plutôt le devenir dans l'idée, bien sûr, c'est de simplifier le parcours de ces patientes qui sont des nomades avec des dossiers sans fin, avec des examens sans queue ni tête, et on les sent perdus. C'est ça. Et ça va bien dans le sens, pour répondre à Didier, c'est que les patientes, quand tu leur dis « je vous donne mon avis et maintenant allez voir ce qu'il vous faut, c'est ça et faites votre marché », ça ne marche pas, elles sont perdues et elles sont... vraiment, ça ne marche pas. L'équipe de soins spécialisés, telle qu'on la conçoit, et je veux ton avis là-dessus, est-ce que ça ne peut pas être
justement des guidelines et une prise en charge entre les gynécologues et spécialistes compétents, les experts compétents de la région, mais qui est préfléché. Tu as donné l'exemple qui est typique. Écoutez, oui, vous avez eu tous ces examens-là, mais ça ne répond pas vraiment à votre question. Avec les données que je viens de recueillir, ce qu'il vous faut, c'est une IRM, c'est une écho endorectale, c'est ce que tu veux. Mais moi, je le fais déjà et je ne leur dis pas avec les ordonnances. Je prends leur rendez-vous auprès de mes confrères et les équipes de soins spécialisés. C'est des imageurs et ils font partie des centres experts. Hein. C'est des endoscopistes, etc. Et je fabrique le parcours de soins de la patiente. Est-ce que ça, c'est plus qu'un réseau ouvert sur toute ta région? Est-ce que l'équipe de soins spécialisés, peut-être multiple pour une grande région comme Auvergne-Rhône-Alpes, ça aiderait pas plus les patientes? J'en reviens au but de les guider. En fait, vous venez de répondre. C'est que, alors déjà, les équipes de soins spécialisés, j'ai ça sur mon bureau. Ce qu'il faut, c'est la question vient peut-être un mois avant. Je n'ai pas encore le temps de travailler ça parce que j'ai vu ça passer il y a quelques semaines, quelques mois, et je pense que ça pourrait répondre à cette problématique. Maintenant, il y a une chose. On aura des financements conventionnels, et donc là, c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est pour ça justement que c'est sur mon bureau. C'est d'essayer de voir s'il y a des choses qui peuvent être... Parce qu'il y a de l'énergie qui est donnée par beaucoup de professionnels, et à un moment donné, il faut que ce soit pérenne. Mais juste, ce qu'on peut faire sur une géographie assez courte, enfin assez rapprochée, c'est difficile à l'échelle d'une région. Parce que c'est ce fléchage, il faut que... Nous, on voit des patientes qui viennent de Genève, qui viennent de Montpellier, qui viennent de Marseille. Alors, on est hors région, mais elles viennent quand même à Lyon pour avoir un avis. On voit des patientes de Dijon, de Mâcon. Donc, on draine beaucoup de monde et on ne connaît pas tous les professionnels. Donc, il faudrait vraiment ces équipes de soins, il faut les faire rentrer quelque part dans un noyau assez proche de chez elles. Et ça, pour le moment, nous, on ne le maîtrise pas. Ça va certainement être... clairement le site internet bien fait, en tout cas au départ, on verra pour le travailler, qui va dire ok, vous avez tel problème, à côté de chez vous, il y a au moins un de mes confrères qui connaît bien ça, et lui il va avoir son réseau de bons imageurs, d'une sage-femme qui va pouvoir l'aider pour une vestibulodynie, etc., etc. Donc il y a tout ça qui est important, mais c'est pour ça qu'on y pense, mais on ne sait pas comment le faire à l'échelle d'une région. Il faut que ça fasse des clusters autour des patientes en fait. À mon humble avis, mais je n'ai pas encore travaillé le sujet. Bon, merci beaucoup Mathieu, c'était passionnant et à suivre.